Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews numéro 23, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman, sorti en février 2022. Alors il y a du Urban Comics, mais pas que, vous allez le découvrir dans ce programme, puisqu'on va aussi parler d'un livre édité chez les éditions L'Opportun. Pour m'accompagner dans ce podcast, Alexandra, Salut tout le monde! mais aussi Siegfried. Bonjour à tous. Et voilà, donc l'équipe réunie pour parler ce soir dans ce podcast de nos lectures Batman de février. Un programme qui va être assez complet parce qu'il y a pas mal de lectures à élaborer. On va essayer d'aller plutôt vite pour pas tenir 2 heures ou 3 heures de podcast, mais tout de même beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite avec un comics qui a beaucoup fait parler de lui. Vous allez le voir s'afficher puisque c'est un comics qui a été notamment évoqué pour la sortie du film The Batman. Vous le voyez à l'écran, Batman Imposter. Waouh! Effet 3D. Effet 3D, ouais, effet Windows. Euh, Ça, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Je me suis un peu loupé sur la transition. T'étais pas obligé de relever ça, Alexandre. Ah, c'est pas comme ça d'habitude? Non, c'est pas comme ça d'habitude, mais c'est pas grave. Vous voyez, tout est fait à la main, tout est fait maison chez Batman Legends. Alexandra, parle-nous de Batman Imposter, tiens. Oui, quelle transition! Donc du coup, Batman The Imposter de Mattson Tomlin et de Andrea Sorrentini, si je prononce bien. Sorrentino. Sorrentino, parce que Sorrentini, ce sont C'est son des cousin. plats italiens! Meuf qui connaît que les raviolis. Donc oui, on est sur l'histoire d'un Batman assez jeune, donc ça va sûrement vous rappeler un petit peu le film. On est sur 3 ans Tu d'activité. veux dire le film The Batman avec Robert Pattinson est réalisé par Matt Reeves qui est sorti au cinéma le 2 mars dernier? Mais il n'y a qu'un seul film en ce moment. J'ai dit le film comme si avec celui-ci, c'est vrai que depuis je suis pas retournée au cinéma. Je suis traumatisée, tellement c'est bien. Ouais. C'est parce que Bref, tu voulais inviter tout le monde à aller voir notre précédent podcast qu'on a fait en live mais sur le film, c'est ça? du coup, on est sur l'activité d'un Batman assez jeune, vu que ça fait 3 ans qu'il opère à Gotham, et il va se retrouver confronté à un imposteur, donc une personne qui va prendre son apparence et qui va semer plusieurs meurtres au sein de Gotham. Il va devoir du coup non pas faire équipe avec le commissaire Gordon, mais avec une jeune enquêtrice, l'agent Blair Wong. Et dans le parallèle de ça, on a aussi bien une histoire sur Batman qu'une histoire sur Bruce Wayne, où le gros point fort pour moi de ce comics est qu'il est suivi par Leslie Hopkins. Enfin, il a enfin compris qu'il avait des névroses. Donc le début du comics, il n'a pas forcément envie de se poser sur le fauteuil et de s'allonger sur le divan, mais au fur et à mesure, Leslie va le convaincre en lui disant que quand même, tu te meurtris autant le corps que l'esprit. Et tout Elle le ce qui est menace aussi quand même, accessoirement. oui, elle le menace un petit Il peu, fait du mais chantage, oui, carrément. oui, 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 mais écoutez, c'est Batman, il faut bien il faut bien un Faut petit peu bousculer le un peu, bouger, oui. le bousculer un petit peu. Effectivement. J'allais dire le bouger le cucu, mais bousculer, c'est aussi un très bon terme. Et donc du coup, C'est mieux. il y a ces 2 femmes, en fait, où je trouve ça intéressant que le comics propose 2 visions. Donc on a autant l'enquêtrice avec une relation qui est tout autant une relation de travail qu'une plus ou moins relation amoureuse qui se crée, où Blair Wong est quand même un personnage que je trouve très intéressant, qui va aussi bien faire équipe avec Batman, mais aussi bien avoir des doutes et enquêter par elle-même à côté. Et surtout sur des enquêtes où comme le film The Batman ou comme d'autres comics soulèvent la mafia de Gotham, les problèmes politiques, les problèmes judiciaires qu'il peut y avoir. Et donc c'est super bien emmené. Et juste à côté, du coup, Bruce Wayne qui se fait suivre, où on revoit un petit peu plus le névrose, et cetera. Et donc c'est vraiment très intéressant. Moi, le dessin, je suis complètement amoureuse du trait de Andrea. Je trouve qu'il arrive vraiment à s'identifier et à nous emmener dans l'histoire, et aussi bouleverser un peu les codes, parce qu'on a des planches magnifiques où les cases, c'est inséré dans une chauve-souris, où les cases aussi sont retournées, on a des pleines pages, et cetera. Donc je trouve que ça apporte un dynamisme. Si on n'accroche pas forcément à l'intrigue, on ne peut qu'être accroché
au niveau des yeux, quoi et c'est aussi, Ouais. Vous ça l'entendez, qui est Alexandra, tutoie Andrea Sorrentino. C'est Andrea, c'est plus ouais, Sorrentino, mais c'est mais carrément Andrea, quoi. mais oui, oui, non, mais pardon. Non, mais Dédé parce d'ailleurs. En mais tu sais, soirée, on j'arrive dit pas à dire Dédé. son nom de famille. On s'en fout, il a liké mes posts, donc vas-y, c'est comme si on était proches, non? Et donc du coup, on se retrouve, face à un Batman qui est assailli de partout, qui sait pas trop comment faire, face en plus à cet imposteur où il se dit: «Mais est-ce que vraiment j'ai ma place, au sein de Gotham?» Donc vraiment, moi, c'est une lecture que je conseille, que ce soit aux lecteurs de comics qu'aussi aux néophytes. Je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée, pour débuter Batman. Je j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ouais, Siegfried, j'imagine que tu as beaucoup aimé aussi? Effectivement, c'est un récit qui est assez important. Je suis pas J'ai vu beaucoup de collègues qui en faisaient vraiment l'un des récits incontournables de Batman, toutes périodes confondues. C'est peut-être, beaucoup parce que ça reste un récit relativement court, qui consiste en gros en 3 fascicules, et justement, c'est un aspect que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour une fois, on a un récit qui ose, s'affirmer un peu comme mineur. Finalement, c'est une on a beau avoir une enquête sur cet imposteur, par exemple, l'identité de l'imposteur, on s'en fiche un petit peu. Ça reste quand même un récit qui ose être, être mineur et être avant tout un peu comme Ego finalement, plus une méditation sur, qui est Batman, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, qu'est-ce qu'il peut sacrifier, qu'une grande aventure, une grande enquête avec des péripéties, des vilains, qui intriguerait vraiment le lecteur. Et du coup, on a vraiment une vision radicale, ce qui fait aussi que j'espère qu'il y aura une suite pour étendre un peu cet univers. Si c'est que ça me paraîtrait un peu frustrant, un peu court, mais c'est aussi pour ça que le volume est un peu vendu comme un compagnon du film. Donc c'est présenté comme l'un des comics du film. C'est un petit peu trompeur de la part d'Urban, parce que généralement la plupart de ces comics, les comics du film sont des comics ayant inspiré, soi-disant Matt Reeves. Enfin, Ouais. c'est en tout cas ce qu'il a dit, ce qui est pas le cas d'Imposter évidemment, puisque Imposter a été écrit pendant la En post-production du parallèle, film. ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Dans la post-production, donc il a pas dû ça a pas du tout inspiré. Par contre, Matt Tomlin, comme on le sait, a légèrement contribué au script du film The Batman. Il est arrivé très tardivement sur le processus, ce qui fait qu'il est pas crédité parce qu'en gros, il a juste enjolivé et amélioré 2-3 petits aspects par-ci par-là, donc son nom n'apparaît jamais dans les crédits. Donc il a pas contribué de façon majeure, mais en gros, son travail sur le film lui a donné beaucoup d'idées qu'il ne pouvait pas injecter dans le film parce qu'il était beaucoup trop tard pour ça, mais que du coup, il injecte dans le comics, ce qui est assez intéressant aussi. D'ailleurs, quand on observe le comics, on voit aussi Oui, que c'est ce que son j'allais Bruce dire, Wayne son Bruce Wayne physiquement et il y a une voilà, ressemble quand ressemblance. même pas mal à Pattinson. Bon, c'est pas un comics qui est canon. On voit par exemple des photos de Gordon qui est blanc et donc c'est pas du tout Jeffrey Wright. Il y a quelques petits aspects comme ça qui font que c'est pas canon, mais on peut tout à fait considérer que ça se passe 1 an après le film The Batman. C'est tout à fait consistant en termes de psychologie, de crédibilité de l'univers, parce qu'il y a aussi cette volonté, comme dans le film, d'un univers qui serait assez réaliste, assez crédible, à la fois y compris dans les techniques du Batman. D'ailleurs, il y a cette anecdote assez drôle que la police a trouvé une douzaine de motos un peu partout en ville qui appartiennent à Batman. Parce qu'en gros, à chaque fois, quand on regarde les films, on se demande mais comment est-ce qu'il trouve un véhicule où qu'il soit dans la ville, alors que la ville est quand même énorme. Bah, en gros, Batman dissémine un peu des motos par-ci par-là, et puis il espère la trouver avant qu'elle soit arrivée à la fourrière quand il en a besoin. Donc c'est une petite note assez drôle qui en plus sert à Blair Wong, puisque en analysant ces motos, elle parvient à repérer qu'elles appartiennent à Bruce Wayne et donc à faire le lien. Donc c'est une petite anecdote, mais qui sert en plus à l'intrigue. Enfin, tout est vraiment plutôt bien pensé. Le comics est bien mieux écrit, je trouve, que le film. Et ça, je me ferai pas que des amis en disant ça, mais j'ai particulièrement aimé la vision de la police qui, ne transige pas avec le meurtre. Pour une fois, on n'est pas dans les facilités d'une police corrompue. En l'occurrence, on est vraiment avec un commissaire pour qui l'intégrité de la police n'est pas un vain mot, qui, n'hésite pas à dire que, il voyait d'un mauvais œil que Gordon s'acoquine avec Batman. D'ailleurs, Gordon a été viré justement parce qu'il se rapprochait trop de Batman et qu'il y a un moment, c'est pas légal de donner autant de pouvoir et de s'associer à ce point à un personnage qui en fait, enfreint la loi. Et donc ce commissaire trouve normal qu'il ait été viré et il se braque vraiment contre cet imposteur en se disant: «Bah, j'aimais pas Batman, on a un Batman qui tue, évidemment c'est la même personne». Et ça, c'est ce qui est chouette aussi, c'est que personne jamais ne se dit: «C'est peut-être pas le vrai Batman», parce que voilà, Batman n'est là que depuis 3 ans, il y a pas encore de vraie confiance qui s'est instituée, et pour la plupart des gens, ça reste avant tout un justicier qui certes ne tue pas, mais enfin qu'il tue tout à coup. En plus, il ne tue que des criminels, ça reste quand même assez cohérent. Donc heu donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette, volonté quand même de raconter une histoire très 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 terre à terre, qui essaye vraiment Ouais, tout à fait, d'appréhender ouais.
la psychologie de tous les personnages, pas juste de Batman, parce que finalement on n'a pas d'investigation psychologique très profonde de Batman, ça reste relativement basique, mais comme tous les personnages, même Blair Wong, même voilà ce petit commissaire de police qui apparaît pendant une demi-planche, tous les Sont assez personnages sont crédibles, en juste fait. voilà, sont juste assez bien étudiés, juste ce qu'il faut. On a vraiment l'impression d'être dans un univers qui est dense, qui est crédible, où chaque personnage, même s'il apparaît juste quelques vignettes, a sa personnalité et on n'est pas dans un effet des pattes. Même dans le dessin qui est hyper travaillé, parce que bon, ça reste Sorrentino et on se souvient de ce qu'il a fait. Enfin, il s'était surtout fait remarquer sur du Green Arrow à la base, où il faisait des planches psychédéliques assez folles, mais ensuite il s'est fait remarquer sur Gideon Falls. Évidemment, on en parlait encore il y a quelques mois sur Killer Smile et Smile Killer, donc le diptyque qu'il consacrait au Joker. Donc c'est un artiste qui est parfois un peu dans les pattes, que j'aime pas toujours beaucoup, mais qui là est assez bon parce qu'il livre pour chaque planche pratiquement des compositions qui sont assez inventives, mais qui n'en font pas trop non plus. Donc il y a pas besoin de les analyser pendant une demi-heure pour comprendre ce que ça raconte. Mais en même temps, il y a toujours le petit truc assez inventif qui fait que ça marche assez bien. Par exemple, des petits effets d'incrustation. Quand Batman frappe quelqu'un, par exemple, il fait une petite incrustation sur l'endroit où il le frappe pour montrer que Oui. il le Ça, j'ai désosse, trouvé par ça exemple, à l'endroit où il le ouais, frappe. Et effectivement, j'ai trouvé c'est ça tout bête. super, super Voilà. intéressant, ouais. C'est tout bête, c'est presque invisible, mais c'est juste mis en valeur ce qu'il faut pour voir la brutalité des coups sans vraiment trop insister, lourdement dessus. Donc voilà, c'est assez malin et c'est pas toujours courant que Sorrentino soit dans la malice plutôt que juste dans le gros effet des pattes. Donc il y a vraiment une jolie complicité qui s'est nouée entre Sorrentino et Tom Lee et comme je le disais, voilà, j'ai hâte de voir la suite parce que pour moi ça suffit pas. C'est un peu comme les films de Batman en fait. C'est assez prometteur, mais ça suffit pas pour moi à constituer Ouais. un incontournable. Par contre, c'est assez prometteur pour que s'il y a une suite, ça finisse par faire quelque chose de vraiment très grand. Donc, une recommandation tout à fait. Ouais. Sachant que pour l'instant, il n'y a aucune suite, enfin, en tout cas à ma connaissance, Non, qui a été annoncée. tout à fait, tout à Tout à fait. fait. Du coup, dans l'oreillette, j'ai, Oracle qui m'annonce, l'arrivée, d'un nouveau membre de la team Batman Legends pour, ce podcast. Oui, Oracle, je te reçois. OK, tout à fait. Accueillons Aliénor Drake. Salut Aliénor! Ouais, salut! Coucou. Effectivement, Aliénor Drake était, dans les embouteillages de Gotham, C'est et ça, qui, nous rejoint dans ce, podcast, au moment où j'allais lancer Siegfried, sur un nouveau récit puisque nous allons attaquer Batman Tales of the Demon. Voilà, le fameux récit. Alors, c'est une réédition. Siegfried, je te laisse nous en dire un peu plus sur ces contes du démon. On peut dire ça C'est comme ça, ça. ce sera assez rapide puisque ça fait partie quand même des grands classiques qui ont été édités, réédités, réédités. Je sais pas si ça avait déjà été édité sous cette forme, mais grosso modo, donc c'est, toute la saga de Donny O'Neill sur Ra's al Ghul. Donc Ra's al Ghul qui est un personnage inventé par Donny O'Neill en 71 et donc cette anthologie comprend 11 récits, enfin 11 fascicules en tout cas, qui est publié entre 71 et 1980 et qui est de l'aveu de Donny O'Neill lui-même. En fait, quand Donny O'Neill voit cette anthologie, il se dit tiens, c'est étonnant à quel point tous ces récits peuvent être lus vraiment les uns après les autres, alors qu'évidemment il y a des centaines de fascicules de Batman qui ont été aussi publiés entre, puisque c'est 11 fascicules de la continuité qui ont été publiés sur 10 ans. Et en fait, ces 11 fascicules peuvent vraiment se lire comme selon sa propre expression, une espèce de roman graphique sur Ra's al Ghul. Effectivement, ça fonctionne assez bien. C'est donc je pense que c'est la première vraie saga dans l'histoire dans l'histoire éditoriale de Batman, puisque 71, on arrive vraiment juste après la série de 66. Donc à une époque où les comics ont encore une espèce de légèreté, de superficialité. La tentative de refaire un Batman sérieux en 64 a complètement échoué, a été ruinée surtout par toutes les publications liées à la série. Et donc quand Donny O'Neill arrive avec Neil Adams en 69, ils ont vraiment la volonté de refaire un Batman sérieux. Donc ils débordent d'idées. Et notamment, une de leurs grandes idées, c'est inventer un nouveau super vilain qui serait vraiment à la hauteur de Batman. Refaire un super vilain qui serait un peu le Moriarty de Batman. Et pour ça, voilà, ils inventent ce Ra's al Ghul, qui est un personnage qui n'a pas d'origine précise. Il faudra attendre des décennies avant qu'on imagine que c'est un personnage qui a plusieurs siècles. Il n'a pas d'origine ethnique non plus, même si on peut en voir une espèce de personnage oriental, il n'est pas Oui, du un tout petit marqué. peu, ouais. Voilà, mais ils ont vraiment voulu un personnage qui soit pas vraiment marqué ethniquement, qui est inspiré aussi de Fu Manchu assez clairement, mais qui n'est pas du tout un chinois. Donc c'est un personnage qui s'extrait un peu des stéréotypes racistes pour être juste une espèce de super vilain de l'ombre qui n'a pas de super pouvoir, mais qui malgré tout paraît tout puissant. Et en fait, c'est assez fascinant parce que dès le tout premier numéro, euh, au bout de quelques planches, Batman a échoué à sauver une personne qui va lui donner des informations sur la Ligue parce que sur la Ligue des assassins parce que cette personne a assassiné sous ses yeux.
Puis Batman est arrêté par le Docteur Dark sur lequel il enquête à ce moment-là. Il est assommé, il est démasqué par le Docteur Dark et par Talia al Ghul. Enfin, c'est vraiment une succession d'échecs. Dans le numéro suivant, la première planche, c'est Dick qui revient à l'université tranquillement après avoir fait son Robin et qui immédiatement, on lui tire dessus et on l'enlève. Enfin, c'est vraiment des comics qui n'hésitent pas à montrer le parcours de Batman comme une succession d'échecs parce qu'il se frotte à quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que tous ses antagonistes précédents. D'ailleurs, aussitôt que Robin est arrêté, Bruce va vite à la Batcave pour se préparer pour essayer d'enquêter et qui le découvre dans la Batcave? Ra's al Ghul lui-même qui lui dit bonjour Bruce Wayne, je savais que tu viendrais, allions-nous. Donc il y a vraiment cette volonté de montrer que ces deux personnages qui se valent l'un l'autre au point que Ra's, dont on sait que voilà c'est un des grands super vilains de Batman, n'arrête pas de l'appeler mon cher détective et pratiquement à chaque phrase, il lui rappelle à quel point il l'estime, au point d'ailleurs, on le sait, de l'estimer digne de sa fille, Talia, qui est Tout à amoureuse de fait, ouais. Batman, alors que Ra's, De sa succession au final, puisque oui, tout à fait. Alors que Ra's, c'est un personnage à l'ego qui est complètement démesuré, qui n'a pas d'égal dans le monde, et pourtant il estime que Batman, qui n'a même pas de super pouvoir, est digne de sa fille. Donc voilà, ça crée vraiment une relation entre Batman et Ra's qui est assez inédite dans le parcours de Batman et même dans les comics, et qui est assez fascinante, qui est particulièrement bien exploitée dans les premiers récits. Parce que voilà, on invente beaucoup de concepts. Même Brass, il n'apparaît pas tout de suite. Il faut attendre le deuxième fascicule pour qu'il apparaisse. Dans le premier, il n'est que mentionné par le biais de Talia. Donc il y a une mise en scène croissante qui est vraiment très percutante et qui pour des comics des années 70 du début des années 70 est vraiment assez original et assez dingue. Par la suite, évidemment, les histoires sont un petit peu moins fortes. Mais il n'empêche qu'on a un volume qui est bon, c'est un volume qui est indispensable. De toute façon, ce sont des récits qu'il faut avoir lus. Ça inclut donc évidemment aussi le volume où Ra's al Ghul marie contre son gré Batman à Talia al Ghul, qui évidemment sera l'un des fascicules qui va préparer ensuite, à la fameuse saga du Son of the Demon, non, hors canon, où Batman et Talia auront un fils qui n'est pas encore Damian, mais qui voilà, posera aussi les bases de Damian. Donc ça, c'est vraiment les fascicules qui restent encore lisibles aujourd'hui, même si le dessin est parfois un peu vieilli. Quand c'est dessiné par Yves Novik ou Neil Adams, ça va encore, mais parfois ça accuse son âge quand même en termes de dessin, mais en termes de scénario, je pense on ne peut qu'être frappé qu'au début des 70, alors même qu'on sort tout juste de la série des années 60, on écrive des récits qui se construisent à ce point sur plusieurs fascicules, aussi ambitieux, avec un super vilain qui est aussi inventif, et on rêverait pratiquement de voir des inventions de ce calibre aujourd'hui. Donc totalement recommandable, totalement culte, à moins évidemment que vous ayez déjà ces récits dans X, X rééditions. Surtout voilà les 3 récits fondamentaux que sont le premier numéro où Batman rencontre Talia, le numéro où Batman rencontre Ra's pour sauver Robin et le numéro du mariage entre Talia et Batman. Ce sont vraiment les 3 numéros fondamentaux. Si vous avez déjà, parce qu'ils ont déjà été édités, vous pouvez faire l'impasse là-dessus. Par contre, si vous les avez pas lus ou ne les possédez pas, c'est vraiment la meilleure occasion de les avoir. En plus, c'est accompagné d'une très bonne préface, de 2 très bonnes postface qui crée vraiment du contexte, qui donne des témoignages. Enfin, c'est un très bon volume, une très belle pioche de la part d'Urban. tout à fait. Du coup, tu recommandes plutôt cette lecture alors, même si Complètement. c'est une réédition? Heu, C'est à lire, c'est sûr, c'est à lire absolument dans tous les cas. Après, tout dépend si vous les avez déjà évidemment ou pas pour savoir si ça motive l'achat, mais en tout cas, c'est à lire absolument pour tout fan de Batman et de comics même en général. On comprend vraiment le passage à l'âge de bronze grâce à une anthologie de ce genre. Tout à fait. Et alors bon, vous l'aurez compris, hein, Siegfried vous recommande, plus ou moins Imposteur, vous recommande, Tales of the Demon. Alors on enclenche l'alerte Siegfried. Voilà. Et 15 minutes avant de mettre l'alerte Siegfried, c'est quand même, l'un de nos, records sur les Bat Reviews. Je vous propose d'enchaîner, tout de suite parce que, on va parler, de quelque chose d'un petit peu plus récent, puisque point de Dennis O'Neil au scénario, c'est Harley Quinn. Et Harley Quinn, pour en parler, eh bien, je vais faire appel à Alexandra. Du coup, sur Harley Quinn, on suit vraiment exactement la suite de Joker War et donc du coup, elle va retourner à Gotham, et on est très loin des runs qu'on a pu avoir précédemment, chez New 52, ou chez Ouais. Rebirth. Là, c'est Je peux vraiment te couper? oui. Juste une question, du coup, ça veut dire que cette Harley Quinn-là, retrouve enfin, du coup, la série Harley Quinn retrouve le canon de l'univers ou pas? Parce que c'est vrai que les Harley Quinn dans les New 52 ou dans Rebirth, c'était quand même plutôt, en parallèle. On n'était pas du Non, c'est tout canon, ouais. reliés.
Ouais, du Bah, coup, là, on retourne sur quelque chose de plus canon, c'est un peu plus lié au Batman Infinite et compagnie, quoi, ouais, j'allais y venir, t'inquiète. totalement. Ouais, Oui, OK, oui, OK. oui, c'est complètement canon pour le coup et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez en parallèle Batman Infinite ou pas forcément Joker, mais Batman, il y a des liens qui se font et D'accord. donc c'est surtout intéressant parce que dans les runs précédents, elle était à Candy Island, elle était vraiment dans un autre univers avec Mmh. d'autres personnages qu'on ne voyait très peu dans les autres séries Batman, à part Poison Ivy et là, c'est tout à fait différent. Déjà, elle retourne à Gotham et il y a une suite directe par rapport au Joker War, notamment au clown parce que Gotham, si vous lisez, la suite de Joker War est complètement, désemparée. Il y a le maire, alors j'ai plus son nom exact, c'est Nakano. Nakano, qui a pris un peu le pouvoir de Gotham, mais sans vraiment faire aussi bien, de ce qu'il voulait. Il est toujours sur sa, justice, des non masqués. Et Harley Quinn va du coup se poser énormément de questions et certes, on va me dire, c'est encore une nouvelle fois l'idée qu'Harley Quinn va passer de super vilaine à super héroïne, mais là, c'est beaucoup mieux fait parce qu'il y a une réelle écriture, alors pour moi, réelle écriture de Stephanie Phillips qui essaye de parler aussi bien de cette super vilaine héroïne que de l'ancienne, psychanalyste et de se dire: «Bah, voilà, comment elle vit vraiment cette transition. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire et comment elle peut prendre son nouveau rôle tout en étant différente de Batman et différente d'autres héros qui polluent, Gotham» et c'est assez bien fait. Là aussi, elle va avoir une nouvelle équipe, mais pareil, elle va être accompagnée de personnages, un personnage un peu plus connu, qui est Solomon Grundy et un autre personnage qui évolue, dans l'univers de Joker War, qui était en fait un ancien clown, un garçon, qui s'était pris dans une bande, qui a aussi fait beaucoup de bêtises, qui regrette et elle va l'accompagner dans ce cheminement en disant: «Bah, moi aussi j'essaye d'évoluer, est-ce qu'on va évoluer ensemble?» Évidemment, il y a de l'humour, mais pareil, contrairement aux autres, l'humour est très bien emmené. Ça m'a Peut-être il y en a une de trop, par moment, mais c'était assez bien fait, c'est intelligent. Moi, le dessin du coup de Riley Rossmo, me plaît beaucoup. Alors au début, j'ai eu un peu de mal, j'étais pas sûre si j'aimais ou pas, parce que c'est différent de ce qu'on peut voir et notamment je trouve qu'il a des petits soucis par moment de proportion. Au niveau des jambes, il y a une des cases où il y a le Batman qui apparaît et alors le Batman, il a une cuisse énorme, mais qui fait tout ça, avec un corps qui fait ça et donc je me suis dit: Bon, Je sais désolé pour la question, tu sûr c'était sa cuisse? oui, c'était sa cuisse. D'accord, OK. Non, non, mais je préfère, Mais c'est demander pour être sûr, du coup, OK. je me suis dit: «Merde, il s'est peut-être loupé» et après j'ai regardé les autres personnages et non, c'est son style de dessin. Pour le coup, sur les proportions du corps, je suis moins fan, mais sur le visage et même sur l'esthétisme en général, ça j'aime bien. Puis je trouve que ça change et surtout son dessin colle très, très bien, au dynamisme, du scénario. Et donc au niveau de l'enquête, elle va se retrouver, face à Strange et un nouveau personnage, Keepsake. Alors le nouveau personnage donc qui est un vilain, qui va essayer de comment dire? De voilà, d'être le nouveau, voilà, le nouveau vilain de Gotham. Parce que c'est pas vraiment un vilain et encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal à créer des personnes face à Harley Quinn. Mais voilà, c'est pas ce qui m'a marqué le plus, j'espère qu'ils vont essayer de construire une suite un peu plus claire. Mais sur Ah le justement, moi perso j'ai bien aimé ce vilain parce que justement c'est une pour moi c'est une parodie du fait que DC que les finalement on échoue à créer des super vilains parce que là le mmh, super vilain c'est littéralement un ancien sbire du Joker que personne n'a remarqué, que même Harley a oublié, donc le sbire le plus quelconque du Joker qui va essayer de piquer littéralement, il va prendre un parapluie au pingouin, il va prendre des gadgets à plein de super vilains pour les mettre sur lui et essayer de se faire oui. passer pour une espèce de super vilain alors qu'il ne fait qu'emprunter des trucs autour de lui pour se faire remarquer et qu'en fait personne ne le remarque, il est ridiculisé à chaque fois et pour moi là c'est une bonne parodie du fait que on a tellement de mal à inventer un super vilain que, on pioche un peu à droite à gauche, mais que ça ne marche pas toujours. Mmh. Du coup, c'est Ouais, pour moi, non, mais ça je l'ai ça pas c'est trouvé émotionnant de ce point intéressant de par vue-là. rapport à Harley. Je trouvais ça plus intéressant les confrontations qu'il y avait avec Strange et j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire ça et puis même, le fait qu'il y a le maire aussi, qui est impliqué et de mettre Harley aussi dans des intrigues politiques au sein de Gotham. Je trouve que c'est intéressant de la faire sortir de là, mais oui, oui, Keepsake, c'est intéressant parce qu'il reprend plein de choses des autres méchants, mais avec Harley, ça m'a pas marquée. Mais très, très bonne recommandation, pour le coup, quand j'en avais parlé sur mon compte, les gens disaient: «Bah, ça faisait longtemps qu'il y avait pas du bon Harley Quinn au niveau du canon», parce que, évidemment, il y a des one shot, très, très bons qu'il y a eu et là, ça a l'air bien parti. Après, c'est qu'un premier tome, j'espère que la suite, suivra.
D'accord, donc je récapitule. Batman Imposter, c'était bon. Batman Tales of the Demon, c'était bon. Harley Quinn Infinite, c'était bon. Alors on enchaîne tout de suite parce que là on est sur une bonne dynamique Par avec. contre, je regrette un peu, Vas-y. à la fin d'Harley Quinn Infinite, on a une galerie de couvertures alternatives qui, tout à coup, ont la bizarre idée de sexualiser beaucoup Harley. Et je sais Ah. pas, j'ai trouvé ça un peu curieux, alors que l'un des intérêts du dessin de Ross Moore et de ce qu'il a conçu avec Philippe, c'était justement d'assumer la féminité de Harley sans la sexualiser. Et tout à coup, on a une espèce de galerie de pin-up à la fin. Ma foi, j'ai trouvé ça un peu curieux, mais ce qui est dommage, parce qu'effectivement, C'était pour le les volume. quotas. Peut-être il y a un Certainement, quota. mais c'est parce que le volume est vraiment très bon par ailleurs et ça laissait un petit goût amer en bouche alors qu'on aurait voulu rester sur Ah, la très bonne bah, impression laissée par le reste. Siegfried fait tout pour pas qu'on réenclenche une nouvelle alerte Siegfried. Euh, on enchaîne tout de suite avec Nightwing. Nightwing Infinite, puisque Nightwing refait son apparition chez Urban Comics. Et cette fois, je vais laisser la parole à la plus grande fan de Nightwing qui fait partie de l'équipe, Aliénor Drake. Présente-nous ce premier tome de Nightwing Infinite. Oui, alors je vous présente mon petit amoureux, hein, Nightwing. Histoire d'amour qui se renforce avec cet ouvrage. Décidément, le cru février 2022 est très bon chez Urban. Puisque donc le retour de Nightwing, alors moi je n'ai pas lu ceux qui ont suivi les Nightwing Rebirth, parce que on m'avait dit que c'était mauvais, voilà. Donc on m'avait dit que ça. T'as fait le tri du coup. Voilà, j'ai pas. Et puis en plus c'était pas traduit par Urban Comics tout simplement en fait. C'était Oui, tellement mauvais qu'Urban Comics a choisi de pas le traduire et de publier. Effectivement, il y a une petite coupure dans les Voilà. publications d'Urban, ouais. Exactement. Donc voilà. Par contre, sur les recommandations, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire une petite pub parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai eu envie de lire ce Nightwing. Bon, de toute façon, enfin, si c'était tout ce qui est publié par Urban sur Nightwing, je le lis, donc je l'aurais quand même lu, mais par Kaori sur le blog de Bruce Lee, qui en a fait une excellente critique. Elle est très amoureuse de lui aussi, comme moi, donc je me suis sentie en phase avec elle. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je lise, on va voir si j'ai autant aimé qu'elle. Et effectivement, c'est un grand retour de Nightwing. Alors, je peux pas comparer avec justement le gros vide qu'il y a eu, puisque je n'avais pas lu ce gros vide. Mais toujours est-il que j'ai nettement préféré ça au Rebirth. Le Rebirth, j'ai toujours eu un avis plutôt mitigé sur le Nightwing Rebirth. C'était agréable, mais c'était pas mes préférés. Là, c'est tout le Nightwing qu'on aime. C'est très, très dynamique. C'est adorable en fait, parce que le Nightwing est quelqu'un d'adorable, hein, c'est quelqu'un de très gentil, qu'on aime bien. Non, mais surtout toi, Aliénor. c'est sa plus grande qualité, et en plus de qualité combattant quand même. Et là, en fait, ça met en avant toutes ses qualités. Ça met en avant le Nightwing très humain, très idéaliste surtout. En fait, Nightwing a décidé, donc, il revient il a été apparemment, on lui a coupé sa mémoire, et il a retrouvé enfin la mémoire. Il avait une copine, et en retrouvant la mémoire, il est parti de cette histoire d'amour. Il retrouve un petit peu Barbara. Enfin, je veux dire, il est en solo, mais voilà, bon, avec Barbara, c'est toujours assez ambigu. Donc, il se retrouve à Budaven. Il est face à plusieurs méchants, plusieurs problématiques. Une nouvelle mère de Budaven qui s'avère être la fille de Zuko. Donc voilà, Zuko étant le plus grand ennemi de Nightwing, puisque c'est celui qui a tué ses parents. Nightwing sait aussi qu'elle fait partie d'un réseau mafieux. Il y a aussi une problématique sociale intéressante, comme souvent dans les Nightwing d'ailleurs, avec des enfants laissés pour compte, avec un bidonville d'enfants. C'est très intéressant, c'est une problématique assez bonne cette fois-ci, qui correspond bien en fait avec l'univers de ce renouveau. Et donc il a cet aspect social, il doit s'occuper de ses enfants un peu, enfin voilà, il s'occupe de sans-abri, et il a aussi un ennemi mystérieux qui s'appelle l'homme sans cœur, qui tue des gens pour collectionner leur cœur. Voilà, que ça fait un peu peur. J'avoue que c'est en fait c'est assez étonnant, parce que il y a des actes assez horribles de commis dans ce. J'ai trouvé que c'était très violent, mais en même temps la violence n'est pas montrée. Enfin, c'est-à-dire voilà, on imagine tout, mais c'est suggéré, c'est suggéré, ouais. Voilà, donc c'est très bien fait.
Ensuite, voilà, c'est un Nightwing qui voltige, le dessin est superbe. Il rend hommage en fait c'est un peu c'est exactement la renaissance de Nightwing en fait et d'ailleurs, la lumière, c'est un jeu avec la lumière, j'en parle dans mon futur article que je suis en train d'écrire. Il y a un jeu de mots avec le mot lumière, avec le titre, parce que c'est vraiment faire la lumière sur tout le passé, c'est une sorte de renaissance. En fait, les auteurs, ils se la pètent un peu, ils ont conscience que, avant, c'était pas terrible et que du coup là, ils font vraiment quelque chose de bien, quoi. Mais en fait, ils ont raison de se la péter, mais modestement en fait, parce que le bouquin est modeste. C'est un peu le Nightwing traditionnel, mais en même temps qu'on adore retrouver, voilà, il n'est pas archi-révolutionnaire, il correspond à ce qu'on aime et ce qu'on veut trouver dans tout, bon récit Nightwing. Il y a aussi cet aspect où Nightwing veut, enfin faire quelque chose qu'on a toujours imaginé pour Batman, Mmh. mais qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire utiliser sa fortune, puisqu'il s'avère à l'issue de la mort, je sais pas si je spoil, Ouh là là, ouh là là, de la ouh là mort là. d'un personnage, On de va la remonter quand famille. même. Bon. Je sais pas, hein, comme je l'ai même pas Non, lu, en mais fait, il récupère une il fortune et il récupère de devient l'argent et une milliardaire. fortune. Voilà. 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 Contrairement à Bruce Wayne qui est contrairement ruiné. Eh bien, il en fait quelque chose de sa fortune et il veut monter une fondation et il veut aider les plus pauvres, il veut aider la ville. Il comprend enfin que, on aide une ville au niveau social, politique, économique et non pas en combattant des méchants. Voilà. Mais Mais c'est quand même chouette parce qu'il quel combat les ingrat méchants. quel ingrat Mais ce Nightwing. Il donne même pas un c'est cobec à Bruce Wayne alors que maintenant il est ruiné, alors que l'autre il a Et donné ouais. des milliards pendant des années. Oh là là. c'est génial parce qu'en plus, c'est complètement, ça lie complètement qui est Nightwing. Parce qu'il a Ouais. toujours été un peu différent de Batman où il a le poids du costume et en même temps, il a le poids d'être humain et comme tu disais, ouais, Mmh. il y a cette humanité et surtout cette émotion. Je trouve qu'il y a des scènes, très, très fortes qui peuvent être très banales, mais des moments de vie. Récupérer un chien abandonné, des Oui. scènes avec Barbara, les scènes où, il est potentiellement en danger et Barbara dit: «Bah, je vais faire appel à la Bat Family» et là, tu as tout le monde qui était censé arriver et il fait: «Bah, finalement, n'en venez pas» et j'étais là en mode: «Oh, je suis beaucoup trop émue, c'est du fan service, mais trop, trop bien, quoi», tu vois? Et il y avait Il y même a la scène Batman où qui était là. il fait la vaisselle pour Alfred aussi, qui est La super chouette, Oui, où c'est il ça dit: et «Oh, ça puis me gêne trop que tu fasses la vaisselle». mais Oui. C'est trop oui, c'est mignon. ça et puis même, Ouais. le lien aussi qu'Alfred et Nightwing ont, parce que tu te dis Ouais. obligatoirement, Alfred, ça a été un peu le papa, de Batman et puis c'est tout et non, finalement même Alfred, il a tellement été important dans la Bat Family qu'il a un lien avec tout le monde et pour Barbara, ce qui est très intéressant, comme je disais tout à l'heure, si vous lisez tous les Infinite, elle est partout Barbara et Mmh. je me demande s'ils vont pas faire un Barbara Infinite mais non, elle est peut-être pas assez bankable, peut-être pas encore, faut peut-être attendre le C'est film. dommage. Pardon, je me disperse. Mais Barbara est magnifique dans tous les comics, très intéressante, très pertinente enfin, il faut juste, Et dans suivre aussi sa celui-là, elle est compagnie. géniale. Elle est Dans géniale, celui-là, ouais, elle est ouais, ouais. géniale. Ouais, ouais, très, très Elle belle. est, très humaine aussi, elle est, waouh, elle est chouette. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est un livre plein d'humanité, plein de bonté, mais en même temps pas voilà, c'est pas guimauve, c'est vraiment Mmh. parfait. C'est Ouais. génial. Ouais. Et Mmh. on rappelle que c'est scénarisé du coup par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo, en soi l'équipe un peu, d'Injustice en fait. Mmh. Qui ont fait Heu, mourir Nightwing dans voilà, Injustice. Bah, il se c'est Tom rattrape, voilà, c'est Taylor, ça. Voilà. c'est Tom Taylor. Bon, il y en a beaucoup Justement, qui sont morts, hein, sous les traits de sous Oui. les l'écriture de Tom Taylor, hein. Mais justement, il Mmh. y avait de l'enjeu parce que Tom Taylor, on sait à quel point il a toujours aimé beaucoup la Bat Family et notamment les différents Robins. Enfin, dans Ouais. Injustice ou dans Deceased, on sent que même si parfois il les fait mourir, il a quand même une compréhension pour ses personnages qui est assez singulière et donc ça justifiait totalement qu'il débarque sur Nightwing. Et on attendait que enfin il débarque sur la continuité. Parce que Mmh. depuis le temps qu'il fait des récits de qualité, mais sur continuité, alors qu'à chaque fois il manifeste quand même une vraie compréhension du personnage, un vrai talent pour écrire plusieurs personnages à la fois de façon très humaine. Il y avait quand même un vrai défi de le voir enfin débarquer sur quelque chose d'assez fort. Et oui, je suis totalement d'accord avec vous deux. C'est Encore une certainement le alerte meilleur. Siegfried. Non, c'est Ah, c'est certainement réclamé, c'est réclamé. c'est Attention, sans doute attention! le meilleur album du mois, je pense. Ouais. Ouais. Voilà. Ah mais de toute façon, tout le monde en parle, et il y a que des bons retours, hein. Puis ça se Ouais, lit Ouais. effectivement, super ouais, vite, beaucoup de bons retours Mais sur oui. sur ce Mmh. Nightwing Infinite, tome 1 en tout cas, et la suite, arrive bientôt, d'ici quelques mois, effectivement. Ouais. Je vous propose qu'on enchaîne sur une nouvelle lecture parce qu'il y a quand même encore, beaucoup de choses à dire.
je vous propose d'enchaîner sur une lecture hors Urban Comics. Je l'avais précisé en début de ce podcast, puisqu'effectivement, on va parler d'un petit livre sorti chez les éditions L'Opportun. Je vous mets la couverture ici, écrit par Gwendal Fossois. Et puis, je vais donner la parole aux deux filles du groupe, Alexandra et Aliénor. Qui veut entamer cette critique? Peut-être Aliénor, je te laisse la parole. Comme tu dois après ça nous quitter pour rejoindre la Batcave, je te laisse peut-être prendre la parole rapidement et puis Alexandra en même temps, hein, effectivement, pour nous parler de cet ouvrage. Oui, alors j'ai commencé à lire Agir et penser comme Batman. Le problème, c'est que c'est un livre de développement personnel. Oui, il faut le préciser, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un livre de développement personnel. L'auteur ici prend le parti de prendre un modèle, il en a fait plusieurs comme ça, Oui. donc à savoir fait, Batman, ouais. Et de nous dire, voilà, si vous voulez vivre bien dans votre vie, si vous voulez vivre selon une certaine optique de vie, vous pouvez prendre ce héros comme modèle, voilà comment il est dans les films, surtout les films d'ailleurs, un petit peu dans les comics, et comment l'adapter à votre vie personnelle. Bon, autant vous dire que moi, je déteste le développement personnel. Voilà. Alors, j'adore la philo. Ouais, mais en fait, c'est parce que je c'était pas déteste. Agir et penser comme Nightwing. J'ai trouvé pourquoi tu as fait. Et encore, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Ça aurait été encore plus guimauve, ça aurait été encore plus horrible, je pense. Donc, comment t'en dire que je pars sur de mauvaises bases. Je me disais que, bon, comme c'est Batman, j'allais aimer. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est vraiment le principe du développement personnel que je ne supporte pas. Alors, j'en ai jamais lu de livre de développement personnel, donc je ne peux pas commenter dans le sens où je ne peux pas comparer, je ne peux pas dire si c'est un bon bouquin ou pas de développement personnel, puisque je n'en ai jamais lu. Je déteste ça, je déteste ce principe. Voilà, si vous attendez à trouver de la philo, laissez tomber. C'est de la philo adaptée au développement personnel, ce qui n'en est pas du tout pour moi, de la philo. C'est peut-être un peu psychologique. On voit qu'il connaît quand même un peu l'univers Batman. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Oui, c'est vrai que effectivement, il essaie de reprendre certains points de Batman, qu'il développe un petit peu et qu'il essaie de s'appuyer dessus Après, pour adapter son programme de développement personnel, on va dire ça comme ça. Mais ça reste quand même léger. Oui. En fait, le problème de ce livre-là, parce que l'idée, c'est pas de complètement de le descendre, parce que c'est, comme tu disais, un développement personnel, et donc c'est très personnel. Donc ça va être très subjectif au goût de chacun, et les lectures que ce que vous attendez, par rapport à un livre. Mais pour le coup, chez les éditions Opportun, il y a cette rubrique, en fait, cette collection Agir et penser comme. Et il va y avoir d'autres collections, notamment un qui est très très bon, c'est Freud et les super-héros par Anthony Huard. Ça, où je vous le conseille vraiment, parce que autant Anthony Huard est un psychanalyste et aussi un gros lecteur de comics, autant Gwendal Fossois a fait aussi Agir et penser comme Darvador. Et je crois qu'il en a fait un autre. Et donc, oui, il a fait Le Petit Prince, il a fait Camelot, il a fait Lupin, il a fait Game of Thrones. Exactement. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça se voit que c'est pas autant un expert de Batman sur certaines choses. Déjà, de prendre des exemples que de cinématographiques et pas forcément il y a quand même quelques exemples. Il y en a certains, mais ça passe. C'est très léger. Et donc, je sais pas. Ouais, moi non plus, je suis pas le bon public. Et je pense que c'est très, ça dépend vraiment de ce que vous attendez comme lecture, mais pour moi, c'est pas très pertinent comme livre. Et c'est assez merchandising, tu vois, de surfer un peu sur le Batman. Je suis pas sûre qu'il faut réellement agir et penser comme Batman, globalement. Non, je suis pas sûre, moi. Mais comme il faut pas agir et penser comme Darvador, enfin, je veux dire, c'est un méchant, hein. Faut pas tuer des petits Jedi. C'est vrai qu'à la base, Darvador, c'est quand même un peu un nazi, donc bon. Enfin, non, mais même Batman, on n'arrête pas de le répéter que c'est un névrosé. Enfin, je veux dire, tu vois, si je suis bête et méchant et que je reprends le titre et que je me dis, par rapport au titre, qu'est-ce que j'attends? Bah non, t'agis pas et pense comme Batman, c'est un névrosé, il se balade en costume,
À part, moi, je veux juste être riche. Moi, je prends pas ce pour bien Ouais, mais ouais. voilà. Bon, enfin, Mais il y a voilà, quelques encore une limites fois, à ça, effectivement. on n'est pas Non, le non, mais bien public. sûr, Mais et bien toi, sûr. Nico, tu l'as lu, du coup? Oui, tout à fait, ouais, je l'ai lu, et c'est vrai que bon, j'ai trouvé quelques références de comics intéressantes, des références, c'est vrai, globalement plus de films quand même. On sent que l'auteur a quand même fait l'effort de s'intéresser au personnage et un peu à son Mmh. univers pour essayer de nous retranscrire, justement quelque chose d'intéressant dans son livre. Malheureusement, moi non plus, je suis pas trop le public pour ça, donc du coup, j'ai eu quand même un peu de mal, à l'apprécier, à sa juste valeur. J'appréciais quand même l'effort de l'auteur pour essayer de mettre des points, on va dire, des gros points de Batman en parallèle avec sa méthodologie et sa façon de présenter sa façon de coacher en fait, hein, parce que c'est du coaching. Et c'est vrai que ça reste voilà intéressant dans ce sens-là, mais pour un gros fan de Batman, voilà, si vous le prenez parce que c'est Batman, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Il faut plutôt le prendre si tu cherches des conseils de développement personnel plus que pour Batman justement. Et Batman fait plus, comme tu le disais, figure d'objet marketing plus qu'autre chose. Voilà. Après, ben voilà, j'ai rien d'autre à développer plus que ce qui a été dit par Aliénor ou Alexandra. Donc, je vous rejoins sur beaucoup de points, mais j'apprécie quand même le fait que ça, on va dire que c'est fait proprement, même si on Oui. n'est pas la cible, c'est bien fait, mais bon, on n'a pas été hyper sensible à ce récit-là. Donc voilà. Après, pour ceux qui cherchent du développement personnel, je pourrais dire, bah, si vous voulez partir sur ça, pourquoi pas. Voilà, ça peut être intéressant. J'en veux un sur le bon coin, je présente. Mais je rigole. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, pourquoi pas dans ce cadre-là, mais pas pour venir chercher toutes les références et l'univers de Batman là-dedans. Voilà. Sur ce, je crois que Aliénor va nous quitter. La Batcave la rappelle. Aliénor, merci pour ta participation à ce podcast. On se revoit bientôt pour un nouveau podcast. Ouais, Alfred veut que je l'aide à faire les vaisselles, en fait. Voilà, et voilà. Elle a lu à Gérer Penser comme Nightwing. Et voilà. Et oui, Maintenant, elle fait la vaisselle d'Alfred. c'est ça. Je me dis qu'il faut faire un petit peu ma part personnelle, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, Bon, bah bonne écoute, soirée. merci À Aliénor, à bientôt. bientôt. Salut! Euh, Maintenant, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle lecture. Tout à l'heure, c'est Aliénor qui parlait un petit peu de peur et d'émotion un peu dans ce sens-là. Du coup, je vais faire appel à Siegfried pour nous parler de Batman Arkham l'épouvantail. Euh, alors, est-ce que l'épouvantail est-il toujours la peur de Gotham, Siegfried? Alors, Batman Arkham l'épouvantail, c'est le tout dernier volume de la série, Arkham. Dernier vraiment dans le sens où c'était une série qui était prévue en 6 volumes et c'est le sixième, donc il n'y en aura pas d'autres alors qu'il y avait, je vous rappelle, une quinzaine de volumes qui étaient sortis en anglais, mais la plupart n'ont probablement pas été jugés pertinents par, Urban. Et c'est vrai que faire tout un volume sur, Killer Croc ou Man Bat ou Black Mask par exemple, ou, Victor Zsasz, bon, on peut imaginer que ça soit pas si vendeur que les quelques personnages qu'ils ont choisis. Donc ma foi, je regrette quand même qu'il n'y ait jamais eu de volume sur Catwoman. Donc, en anglais, il n'y avait pas eu d'Arkham sur Catwoman, mais il y avait eu un Catwoman Anthology, comme on a eu chez Urban d'ailleurs, les DC Anthology, les, Batman Anthology, Joker Anthology, et cetera. Et pour le coup, j'aurais trouvé ça assez, ça totalement justifié. Je sais pas pourquoi ça n'a jamais été traduit, alors qu'en plus avec la sortie de The Batman, c'était vraiment le moment de le faire, ma foi. Donc c'est le sixième volume et c'est certainement le volume que j'ai le moins aimé Ah, de toute la série. Alors que généralement, vous allez je vais en reparler juste après, mais alors que généralement j'aime beaucoup mieux l'Arkham que les mythologies, là pour une fois, j'ai préféré le mythologie au Arkham. Heu, je sais pas si c'est forcément à quel point c'est dû aux récits qui ont été choisis ou au fait que l'épouvantail est peut-être moins intéressant, mais globalement, c'est certainement le volume que je recommanderais le moins de toute la série. Hem, bon déjà, c'est un super vilain qui a eu du mal à convaincre au début. Je rappelle qu'il est créé en 41. Il n'apparaît qu'une fois en 41, puis 2 ans après en 43 et ensuite il ne réapparaît pas avant 1967. Donc c'est dire à quel point c'est vraiment un super vilain qui reste dans l'ombre. Et même dans ce volume, sa réapparition en 67 n'est pas considérée comme ayant fait date et on passe directement de 1941 à 1981, ce qui est l'un des bonds les plus violents qu'on ait fait dans une anthologie Arcane. Donc voilà, c'est 40 dire à ans, quel point ça c'est fait quand même, ouais.
Voilà, 40 ans sans aucun récit majeur, voire sans aucun récit puisque voilà, comme je l'ai dit, parfois il y a 20 ans pendant lesquels il y a pas un seul récit. C'est quand même dire à quel point c'est un super vilain qui ne convainc pas et effectivement, quand on lit sa première apparition qui est évidemment dans le volume, sa particularité, c'est que quand il était enfant, il aimait effrayer les oiseaux. D'accord, et ensuite il devient prof de psychologie, mais les gens l'aiment pas parce qu'il est un peu bizarre. Par exemple, il prend un pistolet, il tire dans la salle pour montrer ce qu'il a peur à ses élèves. Donc, bizarrement, les gens le rejettent un petit peu pour sa bizarrerie. Ouais, d'accord. Il veut gagner plus d'argent pour s'acheter plus de livres. Bon, on peut admettre qu'on n'est pas sur l'origin story du siècle et qu'effectivement, c'est pas le genre de parcours qu'on a particulièrement envie de revoir. Donc, bon, c'est un super vilain qui est un peu mort-né. En plus, la première aventure, c'est bourré de coïncidences, des super-héros qui font un peu n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un super vilain un peu commercial qui est inventé parce qu'il faut inventer des super vilains, plusieurs super vilains chaque mois. Et il est là parce qu'il en fallait un, quoi. Mais il est pas du tout prometteur, il est pas du tout intéressant. Donc pas pour rien qu'on passe directement aux années 80 où, et en fait, ça va caractériser beaucoup des récits de l'anthologie, c'est que beaucoup de ces récits ont une idée assez intéressante, mais dans la réalisation, ça l'est pas tant que ça. Là, par exemple, en 81, c'est un récit de Gary Conway et Don Newton. L'épouvantail injecte à Bruce un venin qui effraie les gens. Donc c'est intéressant parce que Batman dont le but est de faire peur aux vilains, là, va faire peur à tout le monde et qu'il soit en Bruce ou en Batman, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, cette personne a peur de lui et il craint du coup que la fin de sa carrière soit arrivée parce qu'évidemment s'il peut plus se promener nulle part en tant que Bruce ou si même en tant que Batman, il commence à faire peur aux civils, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Comment est-ce qu'il peut encore vivre et surtout comment est-ce qu'il peut encore assumer une carrière super-héroïque, constante? Donc l'idée est franchement intéressante, c'est le genre d'idée qu'on aimerait voir dans un récit d'épouvantail, aujourd'hui, voire dans un film, rêvons toujours. Mais dans les faits, bon, bah, l'épouvantail finit par utiliser des cyber chouettes d'attaque. Donc il envoie des robots chouettes contre Batman. Enfin, tout à coup, on passe de, la bonne idée psychologique au vieux gadget des années 50. Enfin, c'est un peu plan-plan. De même, juste après, on a un récit qui, pour le coup, est déjà plus intéressant, mais en même temps, c'est scénarisé par Mike Weber, qui est bon, un très grand scénariste, qui où cette fois, l'épouvantail utilise un venin qui retire la peur, qui fait que les personnes sont complètement désinhibées. Et en plus, il y a un très joli ça utilise très joliment l'idée que la plus grande peur de Batman, c'est de perdre un Robin et que la plus grande peur de Robin, c'est de perdre Batman. Donc c'est bon, c'est presque exprimé de façon un peu homoérotique, mais c'est assez chouette parce que c'est un récit de 86 qui Ça va précède plaire donc à Bertam, ça. exactement, qui précède donc de quelques années, le deuil le deuil dans la famille, l'assassinat de Jason Todd, alors que voilà, c'est déjà un récit qui évoque le fait que Batman a peur que Jason Todd meure et on a même une image, onirique d'une stèle funéraire de Jason Todd, bien avant qu'on imagine même que Jason Todd puisse mourir évidemment. Donc ça a rien à voir, mais c'est presque un récit qu'on pourrait publier avant ce deuil dans la famille, à tel point tant c'est vraiment une espèce de prémonition de ce récit qui est vraiment assez bien mené et c'est tout ce qu'on aime avec l'épouvantail, c'est utiliser la peur, mais pas juste pour, que, des civils aient peur de Batman, enfin pas juste utiliser la peur comme le Joker utilise sa toxine, enfin comme espèce d'effet un peu redondant du Joker, mais pour aussi dire des choses vraiment intéressantes sur Batman et là c'est le cas dans ce récit assez mineur, mais voilà qui a cette prémonition quand même, très sympathique. Qui est suivi par un récit donc de Alan Grant, vous savez à quel point j'aime Alan Grant et dessiné par Don Breyfogle, donc ça fait partie des grands tandems du comics dans les années, 80-90, qui est assez surprenant parce que c'est un récit qui est en 3 fascicules et en fait les 2 premiers fascicules sont dédiés à, une enquête sur un méchant mystérieux dont on ne saisit pas l'identité, dont l'identité n'est dévoilée qu'à la toute fin du 2e fascicule. La toute dernière planche, c'est, le twist, c'est: «Ah en fait c'était tel personnage» et en fait, vous savez, ce récit, il est dans une anthologie qui s'appelle L'Épouvantail. Donc on se doute que le Ouais. twist va être l'épouvantail. Donc du coup, on a 40 pages où les personnages enquêtent pour savoir qui est le grand méchant, alors que le lecteur sait très bien, puisque grâce à la place dans l'anthologie, que c'est l'épouvantail. Donc déjà, ça marche un peu moins bien et le fait d'avoir 40 pages qui littéralement servent un peu à rien parce qu'elles sont inventées par le titre de l'anthologie, ça grille un peu quand même l'intérêt du récit. Oui, Même si encore c'est une fois, vrai que c'est vrai. Bah, après, si le récit est intéressant. Bon. bah, c'est intéressant, mais objectivement, les 2 tiers ne reposent que sur, ce mystère du vilain qui, bon, ben, du coup, ne fonctionne pas. Donc avoir autant de pages juste pour le dernier tiers qui est pas mal, c'est un peu dommage, mais voilà, l'idée, elle est intéressante parce que cette fois, l'épouvantail
injecte du sérum, enfin donne du sérum et un peu des kidam, il leur donne du sérum et un masque, leur suggérant de quitter de façon de tuer n'importe qui dans la rue de façon complètement chaotique. Et donc le sérum est supposé désinhiber les individus pour les aider à commettre des meurtres, en gros à utiliser leur libre arbitre qu'ils réfrènent toute leur vie. Ça intéresserait pour le coup Anthony, l'idée que les individus essaient de faire le bien toute leur vie, Mmh. mais ils sont toujours réfrènent toujours leur côté méchant parce que parfois on est tenté de faire le mal, mais évidemment on se dit: «Bah non, c'est pas comme ça qu'on agit en société», et du coup ils sont désinhibés par ce sérum, mais l'épouvantail a quand même la sensation que utiliser le sérum ça ne suffit pas, et du coup il donne en plus un masque aux individus, et ça évidemment c'est un thème qu'Anthony étudie aussi. C'est l'idée que mettre un masque, ça permet aussi de se faire passer à soi-même pour une autre personnalité que celle qu'on est réellement. Et voilà, ce combo sérum plus masque, ça fait que ces personnes, même une petite vieille de 80 ans, va commencer à tirer dans la rue, par exemple. Et donc l'idée psychologique est vraiment beaucoup plus intéressante que le récit en lui-même, mais c'est pas mal. En plus, c'est le récit où Tim Drake devient Robin, donc en plus il y a une espèce d'importance patrimoniale de ce récit dans la continuité qui fait que le genre de récit qui avait totalement sa place et qu'on est content de voir. Le récit que j'ai préféré peut-être, c'est celui de Doug Mensch et Kelly Jones parce qu'évidemment, bah, Doug Mensch et Kelly Jones, enfin on sait à quel point c'est un tandem qui adore les récits extrêmement dark, enfin extrêmement gothiques, mais en même temps avec un graphisme qui est assez loufoque, ce qui crée des contrastes qui sont vraiment passionnants dans leur histoire et dans leur dessin. Donc c'est pas leur plus grand récit, c'est pas l'histoire la plus mémorable, mais comme d'habitude, cette association de loufoque, de baroque et de gothique fonctionne très bien pour des images qui sont assez effrayantes et hilarantes à la fois. Donc ça fait partie des récits un peu prévisibles parce on connaît ce tandem, on sait ce qu'ils font d'habitude, mais ça fonctionne très bien. Heu, voilà, globalement, on a encore des histoires, assez mineures. On a un récit de Peter Milligan ensuite, donc on se dit: «Ouais, Peter Milligan, c'est un des grands noms de Vertigo, il va pouvoir faire un truc peut-être un peu costaud». En plus, c'est dans un fascicule qui s'appelait, Scarecrow, dans une anthologie dédiée aux vilains, donc il a une certaine liberté pour raconter l'épouvantail. Et en fait, c'est juste, une fille qui a témoigné contre l'épouvantail et du coup l'épouvantail essaie de se venger en terrorisant la fille. Mais c'est une fille qui même si, mais c'est une fille qui est normale, ordinaire, qui a peur de lui, mais qui refuse de céder au mal. Donc voilà, c'est intéressant sur, comment est-ce que l'individu essaye de conjuguer, son honnêteté, sa morale et en même temps les menaces d'un super vilain, mais en soi ça raconte pas forcément grand chose non plus. On peut être assez surpris, assez intrigué ensuite de voir un assez long récit dessiné par Sean Murphy, scénarisé par Bruce Jones que je ne connaissais pas, mais c'est Sean Murphy en 2005, donc presque 10 ans avant, Punk Rock Jesus, et évidemment une quinzaine d'années avant les White Knight, donc à une époque où il se cherche encore. Et bon, bah, du coup, il se cherche effectivement. Il est aussi entre un style, en aplat de style un peu dessin animé, quelque chose d'un peu plus anguleux qui commence un peu à servir de préfiguration à ce qu'il va vraiment affirmer après, mais on est dans un Sean Murphy qui est relativement commercial et quand même assez peu intéressant encore en termes de dessin. Mais voilà, qui a l'intérêt d'être une espèce de récit de jeunesse de l'épouvantail. C'est vraiment l'épouvantail Year One, avec sa première rencontre avec Batman, une espèce de parallèle entre Batman et l'épouvantail. Il y a quelques clichés, parce que l'épouvantail du coup a été traumatisé par une famille maltraitante. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues des centaines de fois sur à peu près tous les super vilains et dans toutes les fictions, dans tous les films. Enfin, c'est un truc qui est un peu lourd. Ça se veut être une origin story vraiment longue et riche, mais du coup, c'est vraiment un peu abusivement long, un peu bavard, une enquête un peu stéréotypée, mais voilà, ça a le mérite de raconter un peu, de s'emparer de façon un peu moderne, parce qu'on est en 2005, de l'origin story de l'épouvantail qui aurait été vraiment pas terrible, et de la réinventer d'une façon un peu plus contemporaine dans un récit un peu mineur. Et ensuite, ça s'achève sur un récit de 2008 par Joseph Harris et dessiné par Joan Doe, qui est assez chouette grâce à un dessin qui est hyper coloré avec un cartoon vaguement psychédélique, qui essaye de parler des peurs de l'adolescence parce que, enfin voilà, c'est une fille, Ah, une ah, ouais, Siegfried, je suis désolé, je te coupe parce que ça part en grésillement. ah, ça y est, ben, je coupe et je reviens là. Ouais, vas-y. Alexandra, on n'a plus ta caméra. Ouais, Ah, pardon, je suis allée chercher un truc. ok, ok. Il s'est coupé à une fille, il faudrait qu'il revienne à une fille. Et voilà, Siegfried est de retour. Vas-y, Siegfried, tu peux reprendre, hein, Alexandra disait, tu as coupé une fille, Une quelque fille, chose. quand tu disais une fille. D'accord.
Donc c'est un récit qui essaie de parler des peurs de l'adolescence, notamment parce qu'on a une fille un peu la fille cliché des séries, des séries de college états-uniennes, la fille un peu intello, qui est un peu plus potelée que les autres, mais qui est invitée par le gang des filles in, toutes les filles, un peu, les cheerleaders, un peu bombasses, un peu bêtes, un peu blondes, qui l'invitent évidemment pour la provoquer, pour se moquer d'elle et puis en fait, il y a Scarecrow qui intervient là-dedans et qui essaye d'aider cette fille à, au contraire, effrayer les autres jeunes filles en les mettant face à leur superficialité. Ah, Donc tu l'idée est vois que pas c'est mal. un bon samaritain, Ouais, ce pas tant que ça. Jonathan. Mais du coup, du coup, c'est pas trop mal. C'est pas mal pour conclure cet album, cette anthologie en plus. Mais voilà, comme vous l'avez senti, c'est beaucoup de récits qui sont mineurs. Il y a aucun récit vraiment nul, mais il y a aucun récit vraiment majeur. Il y a aucun récit vraiment super. Tout en fait aussi entre le passable et le pas mal. Mais c'est tout. Ce qui en fait, à mon avis, le volume le plus dispensable, parce que dans tous les récits, tous les anthologies précédentes, même si certaines étaient beaucoup plus marquantes que d'autres, il y avait toujours un ou deux récits qui sortaient vraiment du lot, des récits qui faisaient vraiment que c'était important pour saisir le personnage. Là, vous pouvez faire l'impasse sur tout le volume et quand même saisir qu'il est l'épouvantail, ou lire tout le volume et ne pas être beaucoup plus avancé sur qui est vraiment l'épouvantail et qu'est-ce qu'il fait vraiment. C'est au point que dans l'introduction de l'album, on ne parle par exemple pas du tout de Batman Begins et on ne parle surtout pas des jeux Arkham. Alors qu'à mon avis, les jeux Arkham ont vraiment beaucoup participé à redonner une importance à l'épouvantail dans la culture populaire, parce que les séquences les plus marquantes des jeux Arcane, ce sont quand même ces séquences complètement psychédéliques où Batman doit affronter ses pires cauchemars pour vaincre l'épouvantail. Enfin, c'est Ouais. des combats de boss certains parmi les plus marquants des jeux et qui remettaient vraiment à l'honneur qui était l'épouvantail et sur le genre de choses sur lesquelles il pouvait jouer et ne même pas les mentionner. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommageable. Donc voilà, c'est une anthologie qui ne vous fera pas forcément gagner du temps parce que vous ne comprendrez pas forcément mieux après ça qui est l'épouvantail. C'est ce qui est un peu le but des anthologies quand même à la base et vous n'aurez lu aucun récit vraiment important donc c'est passable, Assez dispensable malheureusement au final. passable, voilà. D'accord. OK, très bien. Merci pour ces explications Siegfried et du coup, une petite question, Alexandra. Est-ce que tu aimes, le film animé Batman, contre le fantôme masqué? Ben oui, bien sûr. D'accord et Siegfried, est-ce que tu aimes, le film animé Batman contre Mister Freeze? Ça va, oui. Donc si vous avez aimé ces 2 films, vous aimerez sûrement Batman les adaptations animées? J'ai faux? J'ai vrai? Non, Qu'est-ce que tu en dis Siegfried? tu as faux. Ah, j'ai Quel faux, est pardon. Parce que Pardon. quel est l'intérêt de ces 2 films d'animation? Batman contre le fantôme masqué, c'est le premier film d'animation Batman à être diffusé dans les cinémas et le premier, c'est même le seul, en animation C'est le seul traditionnelle film sur lequel animé, ouais, effectivement, ouais. que Mmh. il y a eu les Batman Lego ensuite qui sont une animation différente et puis il y a Killing Joke mais qui a été diffusé seulement une nuit dans quelques cinémas donc ça compte pas trop. Mais voilà, pour un dessin animé en plus inspiré de la série 92, c'était quand même un événement de diffuser ce film d'animation au cinéma et s'il a ce succès-là, c'est qu'effectivement il est extrêmement cinématographique, à la fois visuellement parce qu'il est, enfin, on retrouve vraiment toutes les qualités de la série d'animation, mais dans un film plus long avec, une ambiance assez Tout à immersive, fait, beaucoup ouais. Mmh. d'émotions, une musique qui est vraiment extrêmement travaillée. Enfin, en plus scénaristiquement, ça parvient vraiment à tenir la longueur parce que ça mêle beaucoup de choses. C'est à la fois une origin story de Batman, mais en même temps, ça raconte un Batman mûr, donc il y a cette espèce de jeu dans le temps qui en font vraiment une intrigue assez riche. Bref, c'est extrêmement cinématographique et donc comment est-ce qu'on retranscrit ça en bande dessinée? Bah, en fait, on perd les 3 quarts de ce qui faisait l'intérêt de Mask of the Phantasm pour, Ah! ramener ça à une histoire, heu, relativement banale, dessinée de façon relativement banale, en perdant, la musique, en perdant l'émotion, en perdant le dynamisme des actions et des interactions, en Alors, plus de façon un si peu confuse. Parce que les si je différents si je lis le récit, mais avec la BO dans les oreilles, non bah, plus? au en fait, autant voir le film d'animation tout de suite, parce qu'en Ouais, plus, on est d'accord. c'est parfois un peu confus, parce que les allers-retours dans le temps sont pas toujours marqués de façon extrêmement claire dans l'album. Donc, si vous ne connaissez pas le film d'animation, vous allez comprendre, hein, mais peut-être qu'il vous faudra un petit déclic pour appréhender. Enfin, ça sert pas forcément à grand chose. Et Sub-Zero, c'est un peu la même chose. Sub-Zero, en plus, l'histoire du film d'animation, elle est quand même beaucoup plus classique. Donc Ouais, si en plus on l'a converti en bande dessinée assez classique sans retrouver l'animation qui faisait quand même le grand intérêt de cette histoire de Mister Freeze Sub-Zero, franchement vous avez vraiment pas grand chose. Donc ça se lit même assez bien et voilà, c'est publié chez Urban Kids, ça prétend pas être des grands récits, c'est juste l'adaptation en bande dessinée de 2 films d'animation assez cultes. M mais
regardez les dessins animés. En fait, si vous avez vu les dessins animés et que vous lisez la BD après, vous allez être frustré. Et si vous lisez la BD et que vous voyez les films d'animation après, vous allez moins savourer toute la fraîcheur, toute l'immersion et toute l'expérience cinématographique parce que vous connaîtrez déjà l'histoire par bribes en plus, parce qu'en plus, c'est pas une adaptation vraiment plan par plan. Il y a beaucoup de séquences qui ont été gommées pour les raccourcir et pour faire des récits assez courts, adaptés à un format kids. Enfin, voilà, dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment c'est une déception parce que globalement, les Urban Kids, je les trouve quand même d'assez bonne qualité, surtout les extensions de la série animée. Et là, vraiment, ça n'a une adaptation dont je vois pas forcément beaucoup d'intérêt. À part que vous voudrez l'acheter parce que vous avez aimé Le Fantôme Masqué, donc vous voulez acheter l'album pour votre enfant, autant lui montrer directement le film d'animation. D'accord, donc si je résume, si vraiment, vous voulez apprécier pleinement ce récit, on, oublie le comics et on passe sur ça. Oui, J'ai tout à bon? fait. OK, cette fois j'ai bon. On peut enchaîner du coup avec la prochaine lecture qui, revient sur du Infinite avec, puisqu'on a parlé de Nightwing, on a parlé d'Harley Quinn, on a parlé de Batman dans un précédent podcast et si on parlait, tiens, du Joker, Alexandra? Non, c'est faux. On va parler du commissaire Gordon. Ah! Exactement, Mais j'ai tout exactement. faux dans cette fin de podcast! C'est une catastrophe. Non, non, bah, alors du coup, Joker Infinite, pareil, dans cette fameuse série. Alors j'étais très, très surprise parce que dès les premières pages, on est sur le retour, traumatisant du commissaire Gordon par rapport à Killing Joke. Et Ouais, donc certes, il va être confronté très, très vite, au Joker, car une certaine femme, sûrement, dans les sombres bas-fonds, de Gotham, et notamment une certaine surprise à la fin, mais j'en dis pas plus parce que c'est un peu du spoil et j'aimerais pas, voilà, gâcher la surprise des gens. Donc une certaine Cressida, jeune fille riche, va contacter le commissaire Gordon en lui disant: «On sait où est situé le Joker, on veut absolument le tuer, on te donne pas, vraiment beaucoup de raisons, hein, ça reste le mystère. Tu as le choix, tu nous le ramènes et tu le tues». Évidemment, en parallèle de ça, au début du comics, on a une relation entre le Batman et le commissaire Gordon et donc évidemment, le commissaire Gordon, il se dit: «Je ne peux pas le tuer, c'est pas du tout dans l'esprit de Batman», sauf que j'ai très, très envie de le faire vu les nombreux traumatismes, liés à Killing Joke. Alors on retrouve aussi Barbara, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, au niveau de Nightwing, Barbara Gordon est très intéressante puisque là, de même, elle joue, à la façon d'Oracle pour aider son père et donc il accepte la proposition de Cressida, va partir, dans un pays très, très chaud avec, je sais plus où ils partent, mais bref, il y a le Joker qui s'est échappé qui s'est mis dans une île et qui a fait une connerie, il a tué une personne et donc du coup, voilà, c'est pour vous dire, là, cette partie-là vraiment C'est me plaît pas Obélise, parce que Obélise. voilà, oui, il a tué une personne et donc du coup, plein de personnes veulent s'occuper du Joker et le commissaire Gordon en fait partie et va partir à cette enquête. On sait pas trop, il sait pas encore à ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire en se retrouvant au niveau du Joker? Alors moi, je me dis tout le comic, ça va être ça va être cette enquête et donc du coup, quel choix il va faire et en fait, rebondissement, dès les premières minutes de l'enquête, il trouve le Joker. Il ouvre une porte, il y a le Joker derrière et ça va aller plus loin que ça en fait, c'est, où va se placer le commissaire Gordon? Est-ce qu'il va aider le Joker à s'en sortir et peut-être le ramener à Gotham? S'il le ramène à Gotham, il le met devant Batman ou sinon il le tue et il dit rien à Batman. Sachant que, Barbara, est dans son oreillette et elle va plus ou moins le suivre et plus ou moins veiller à qu'il fasse le bon choix. Donc voilà, c'est une bonne histoire, enfin j'ai bien apprécié. Après, pour moi, il y a un gros problème, c'est pourquoi vous avez pas dit que vous faites une histoire sur le commissaire Gordon? Encore une fois, est-ce que c'est un souci de marketing? Est-ce que Gordon vend moins? Parce que tout l'idée de revenir sur le passé douloureux du Killing Joke, c'est vraiment génial. Enfin, je trouve de mettre autant de temps sur vraiment lui, comment il l'a vécu et pas forcément comment l'a vécu Barbara, mais comment, il se positionne en tant que commissaire. Est-ce que ça a vraiment maintenant, un rôle? Est-ce que ça a un but ce que je fais? Parce que bon, bah, en fait, les vilains, ils s'en sortent à chaque fois et il met pas en doute le rôle de Batman, il met vraiment en doute, son boulot à lui. En plus, on arrive à un moment donné où, il veut partir à la retraite. Il est, je crois, à 1 an de la retraite ou en tout cas, Cressida lui dit, donc la femme qui l'engage: «Bon, bah, à tout moment, si tu réussis, à nous ramener le Joker et à le tuer, on te donne, une carte de crédit illimitée et tu pourras vivre tranquille». Et il se dit: «Bon, bah, est-ce que j'ai pas mérité ça après tout ce que j'ai vécu?» Ça, c'est très Ah, intéressant. on sent que toi, tu aurais craqué, hein. Moi, j'aurais craqué direct. Moi, j'aurais pris la carte, je te tue le Joker et je pars aux Bahamas. Mais bon, il l'a pas fait. Mais
il accepte la mission, hein. Il accepte la carte, tu vois? Et Barbara elle lui dit: «Prends-toi un hôtel sympa, au cours de l'enquête pour voir ce que ça fait et tout», mais bon, ça reste, Gordon qui se pose mille et une questions et ça, c'est très, très cool. Après, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer à travers ce Joker? Parce que c'est con ce que je dis, mais il y a marqué le Joker et ça reste un peu pour moi un Joker banal, assez fifou, assez, entreprenant. On sait pas trop où il va nous emmener donc OK, mais voilà, ça me dérange, un petit peu de jouer sur cette corde-là. OK, Siegfried a plutôt les mêmes ressentis qu'Alexandra sur ce récit? Oui, sans doute encore un peu plus négatif. D'autant que bon, c'est scénarisé par James Tynion The Force, donc normalement, on s'attend vraiment à ce que ça soit dans la continuité de la Joker War et effectivement, c'est dans la continuité. C'est-à-dire qu'on a un Joker qui est hyper classique, qui n'ajoute pas grand-chose, ce qui est déjà pour, enfin, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de série Joker. Là, c'est vraiment, Joker Oui, c'est 1, ça, Joker numéro 1 aux effectivement. États-Unis. C'est pas juste un détective comics, D'ailleurs, il 995, faut relever que la dernière fois qu'ils ont fait une série sur le Joker, ça s'était pas non c'était plus, bien planté, ouais. voilà, Ouais. c'était pas une très bonne réussite non plus. Donc ils ont pris ce pari-là et effectivement, on savait pas trop où aller. Bon, finalement, c'est pas si mal, j'ai l'impression quand même. Donc comme Alexandra, j'étais assez fan de l'angle trouvé au début, que le Joker a fui la Joker War dans, donc au Belize et que Gordon décide de le traquer parce que Gordon est hanté par toutes les fois où le clown lui a fait du mal. Donc il y a pas que Killing Joke, mais on rappelle aussi qu'il y a James Gordon Jr. qui a Oui, quand même été, oui aussi, bien qui sûr. a quand même subi la toxine du Joker et qui est mort à cause de ça. Donc il a littéralement perdu un fils, il a failli perdre sa fille, enfin, et sans compter toutes les petites terreurs que le Joker lui a suscitées au long des années, en tuant des flics et cetera. Donc c'est En c'est fait, une ce c'est une que Ça ce que sortie. les en tuant aussi, sa femme, enfin sa compagne à un moment donné aussi, en fait, oui, c'est dans ça, c'est Nomadland. que le début du comics te dit, «L'ombre perpétuelle que j'ai, c'est le Joker mais vous le Ouais, savez pas, mais là, maintenant, je vous le dis, en fait, il est constamment là, dans mes cauchemars, et à me suivre partout où je vais, quoi». Ouais. il On parvient suit pas à on dormir à suit les cause de ça, ouais. traumatismes de Gordon, quoi. Mais, pour le coup, j'étais un peu déçu quand même parce que, je trouve que Guillaume March est quand même bien en deçà de ce qu'il a l'habitude de faire en termes de dessin. Je pense si je compare par Ah exemple ouais? à 3 Jokers au début desquels on avait aussi, Fabok qui essaie de montrer à quel point le Joker avait traumatisé, les protagonistes de la Bat Family et je trouve que Fabok montrait à chaque fois en 1 ou 2 planches à peine, à quel point des personnages canoniques, comme, vous voyez Barbara, Jason et Bruce avaient été traumatisés par Batman, par des visions qui étaient vraiment assez fortes. Alors que Mmh. là, il y a quand même je sais pas, je trouve qu'il y a aucune planche qui est vraiment saisissante là-dessus, mais on sent que March essaye vraiment, vraiment, vraiment. Il arrête pas de montrer, Gordon en sueur dans son lit avec un gros visage du Joker. Il parle, il y a Joker qui apparaît. Enfin, il multiplie les effets, il y en a aucun qui est vraiment satisfaisant et du coup, il est obligé d'en mettre partout pour, montrer la hantise plutôt que de parvenir à l'exprimer vraiment efficacement. Donc c'est un petit peu dommage. Même dans le dessin du Joker, j'ai trouvé que c'était pas toujours très cohérent. On a parfois un Ouais. Joker relativement posé, parfois un Joker avec un visage au contraire complètement loufoque, complètement émacié. Enfin, comme si ils hésitaient pour la personnalité entre, le Joker de la Joker War et un Joker beaucoup plus clownesque et délirant. C'est Bah, ce parce qui que de toute est façon, il y a rien qui est proposé en vrai. Il y a pas vraiment de oui, type de caractère du a Joker donc absolument et mmh, c'est quand même une vraie frustration dans un truc qui ouais. s'appelle Joker Infinite. En plus, bon, on pourrait se dire qu'à la rigueur, dans le deuxième tome, ils parleront davantage du Joker que de Gordon, mais de la manière dont le premier tome s'achève, on s'attend quand même à bien retrouver Gordon dans la suite. Et Donc, puis même c'est d'autres, même, tous les autres ennemis que Joker s'est fait et qui veulent le tuer, donc ça va pas ouais, du tout tout à se fait. concentrer que sur lui. C'est dommage. Oui, c'est assez étrange et Ouais. bon, au début, je me disais: «Bon, à la rigueur, on va suivre, tout Joker Infinite, ça va être Gordon qui va enquêter sur le Joker» et du coup, on va pas forcément voir le Joker, mais à chaque fois, il sera en creux partout en tant que hantise de Gordon. Pourquoi passer un angle? Mais comme tu le disais, tout à coup, en plein milieu du volume, il le trouve et tout de suite, le lecteur est un peu perdu, en fait. On sait plus exactement où va l'intrigue. Donc on a l'idée assez chouette que, en fait, l'un des déclencheurs de cette enquête pour Gordon, c'est le fait que le Joker ait détruit l'asile d'Arkham à la suite de la Joker War, en Oui. tuant, beaucoup de criminels. Enfin, c'est un événement qui est assez fort dans cet univers canonique et en fait, le Joker lui dit que non, il n'a pas détruit l'asile d'Arkham et forcément, Gordon, qui avait utilisé ça un peu comme prétexte pour aller attaquer le Joker, il est un peu désarçonné et ça justifie aussi un peu qu'il ne tue pas le Joker si facilement, mais Mmh. qu'il se demande quand même ce qui se passe et à quelle espèce de d'imbroglio il est lié. En plus,
il devient quand même une espèce de tueur à gages pour des personnes qu'on soupçonne un peu louches. En plus, ses prétextes à lui ne sont pas fondés sur des faits. Enfin, du coup, il y a un doute qui s'instigue, qui est plutôt intéressant, mais ça fait que toute la deuxième partie du volume, moi, j'ai pas compris ce que voulait Gordon. Tout à coup, on le retrouve à Paris et je me souviens plus exactement pourquoi il va à Paris, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il a l'air de méditer un peu perdu, il enquête Heu, sur on sait plus trop quoi. bah, il Enfin, tout suit, est ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais ouais, je crois voilà, que il c'est suit Cressida qui lui a dit de partir à Paris. En gros, c'est la suite de l'enquête, mais comme du coup, l'enquête, elle est un peu faussée, ouais, ouais, voilà, je mais sais même plus. autant on est vraiment un truc vraiment très clair. Il doit trouver le Joker. Il sait à peu près où est le Joker, il y va, il enquête et il doit le tuer. Parfait. Autant après, il y a certainement une raison très claire pour laquelle il va à Paris, mais là, j'arrive pas à m'en souvenir. Ah oui, J'ai essayé en fait, il commence à revenir sur le fait que, Paris était une ville, où j'avais promis à ma femme de partir en lune de miel, mais on n'a jamais pu le faire parce que, voilà, je vous sors les violons et les traumas, et bim, il se retrouve à Paris, mais tout seul. voilà, Et ça voilà, prend, la deuxième partie du volume. ouais. O Bon, pourquoi? Enfin, et voilà, ça fait qu'on perd complètement l'angle que nous promettait au début avec quelque chose qui est beaucoup plus confus, beaucoup plus flou et on se redemande plus que jamais: «Mais où est le Joker?» Et tout à coup, on reparle du Joker à toute fin et on se demande: «Ah tiens, il était là en fait, ah bah oui, c'est Joker Infinite, c'est vrai que ça serait pas mal de reparler de Joker», mais on l'oublie pendant une vingtaine de pages, tout à coup, Ah plus oui, personne ne parle du complètement. Joker. Enfin, c'est, Mmh. il y a un problème d'homogénéité dans ce volume qui est vraiment frappant, un problème de promesse, qui est assez frappant aussi et l'angle qui pouvait être original, au pire, on se dit: «Tant pis, c'est pas un vrai Joker Infinite, mais il y a un angle intéressant sur le Gordon qui est assumé jusqu'au bout». Même ça, c'est pas vraiment bien tenu jusqu'au bout. Graphiquement, c'est pas impressionnant, narrativement, ça se perd complètement. C'est vraiment très bizarre et bon, c'est pas seulement une déception, je comprends juste pas ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'ils prétendent proposer avec cette série. Donc c'est vrai pour relancer un Joker Infinite après l'échec de la précédente série Ouais. Joker, bon, c'est pas hyper convaincant pour le moment. Pas hyper convaincant ce Joker Infinite, même si, on a relevé quelques petites qualités, mais vous l'aurez compris, C'est ça pas ne le valait meilleur, pas, voilà, c'est pas la meilleure série, Infinite publiée jusqu'ici et je vous propose d'enchaîner sur, notre dernière lecture. Alors quand on parle de comics, et quand on parle de spoilers, ça parle souvent des morts, nous avons Batman Mythologie, les morts de Batman. Est-il une anthologie, spoiler, Siegfried? Heu, pas vraiment, enfin déjà parce que les récits globalement sont assez, heu, sont assez anciens. Le récit le plus contemporain, c'est un récit bon, qui date de 2020, mais qui est issu du volume anniversaire Catwoman, qui d'ailleurs n'a pas été publié en français encore Ouais, et c'est juste, qui parle juste du Batman de d'Earth 2 et en plus qui est le Batman alternatif de Tom King sur Earth 2 dont on sait qu'il meurt. Enfin, dans la continuité, de toute façon, il meurt depuis les années 60, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui n'est qui est pas du tout un spoil et où on raconte comment, hem Batman sur cette Terre 2 abandonne le costume de Batman pour devenir commissaire et vit en fait une vie heureuse avec Catwoman jusqu'à la fin. Ils ont une fille qui est donc, Helena Wayne, qui deviendra Huntress et Batman finit tout à fait, ouais. par mourir de vieillesse. Ou contrairement à, l'ancienne continuité où c'est Catwoman qui mourait avant Batman, c'est à cause de ça justement qu'il devenait commissaire. Là, les 2 vieillissent ensemble, ils ont une fille, Batman meurt de vieillesse et donc on voit un peu, comment Catwoman vit ce deuil. C'est pas du tout les meilleurs récits de Tom King. Enfin, je trouve qu'il y a des moments qui sont assez émouvants et d'autres qui tentent d'être émouvants, mais qui fonctionnent pas trop parce que le style un peu intello de Tom King ne parvient pas ici à vraiment bien retranscrire les émotions qu'on devrait ressentir, donc c'est pas le plus intéressant qu'on puisse avoir. Mais voilà, en l'occurrence, ça a quand même complètement sa place dans ce volume puisqu'on parle bien de la mort d'un Batman et qu'en plus, bah, on sait bien que on va pas nous montrer beaucoup de morts de Batman puisque, bah, Batman, il est quand même vivant dans la continuité et il meurt de temps en temps, mais À peu près. c'est rarement très long et en l'occurrence, même sa mort la plus marquante dans le run de Morrison n'est pas montrée en l'occurrence puisque c'est pas un récit complet et qu'en l'occurrence, ces anthologies ont quand même l'ambition de ne montrer que des récits complets. Ce qui est une lacune aussi, hein. Pour moi, dans un volume et ça, c'est un débat qu'on a déjà eu, mais dans une anthologie sur les morts de Batman, je m'attendrais quand même à avoir un numéro sur, sa mort dans le run de Morrison. Ça aurait quand même plutôt sa place ou une longue évocation en montrant quelques planches. Enfin, trouver un truc quand même pour évoquer sa mort la plus marquante dans la continuité, Ouais, tout c'est à pas le fait, cas. ouais. Bon, c'est une lacune, mais c'est pas le cas. Au moins, tous et ça, c'est un reproche que j'avais beaucoup fait aux autres anthologies que je peux pas faire ici. Tous les récits de cette anthologie parlent de la mort de Batman.
tous sont cohérents. Ça Bon, paraît bête, hein, bon ça point, paraît bête, bon hein. point. Mais je me souviens d'une anthologie sur la Batcave qui se passait en dehors de la Batcave ou sur Bien Gotham ou sûr, qui ouais. se passait pas à Gotham, enfin des choses qui étaient complètement ou sur les Bat-véhicules où finalement on parlait à peine des véhicules, enfin des choses qui étaient vraiment complètement aberrantes en termes de choix éditorial. Là, tous les récits parlent de Batman et la plupart on a vraiment tous les récits auxquels on peut s'attendre. Si vous pensez récit complet parlant de Batman, vous les avez plus ou moins tous ici. Notamment le récit très long, de David Van Ried, qui est un grand classique de 77 sur Où étiez-vous le soir de la mort de Batman? Où, plusieurs super vilains revendiquent la mort de Batman et donc vont témoigner dans une espèce de tribunal de super vilains pour expliquer pourquoi c'est eux qui ont tué Batman et pas d'autres et voilà, c'est un récit qui est un peu long, mais qui est vraiment, qui est assez fondamental et qui est assez chouette. On a l'épisode important bon, un épisode qui est beaucoup moins bon pour le coup de Mike Weber dans Batman et les Outsiders, qui est surtout important parce que c'est l'épisode où Batman dévoile son identité aux Outsiders, mais à la rigueur, est-ce que c'est encore important aujourd'hui où les Outsiders n'existent plus vraiment? Bon, c'est vrai, c'était important pour une ancienne continuité, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ça marque beaucoup les lecteurs. Bon, c'est un récit un peu vieillot qui est pas palpitant, mais bon, il y a un Batman qui est gravement malade, presque mort. Bon, on va dire que ça compte plus ou moins. Presque, Hem ça compte. voilà. Il y a un récit ensuite assez long, mais que j'ai trouvé vraiment chouette, scénarisé par, John Byrne et dessiné par Jim Aparo. Donc bon, on a quand même un tandem avec 2 légendes, qui est surtout chouette parce que pendant les 25 premières pages, on a un seul mot qui est prononcé. C'est juste Gordon qui dit: «Sortez», parce qu'il doit voir le cadavre de Batman. Sinon les 25 pages, ça raconte la mort de Batman et la réaction de l'univers à la mort de Batman sans de façon complètement muette. Et j'ai trouvé ça assez brillant pour un comics des années 80, ça fonctionne très bien. Ensuite, ça parle D'accord, parce ouais. il faut quand même raconter toute une histoire, mais ce début fonctionne vraiment très bien. C'est du très bon Aparo, c'est très bien imaginé par Byrne. Mais ensuite, on a une histoire tout à fait bien, un peu classique, mais tout à fait bien, où un serial killer assassine. En fait, c'est pas Batman qui l'a tué, mais c'est une personne déguisée comme Batman, et c'est un serial killer qui habille ses victimes comme Batman. Et du coup, toute l'intrigue va être de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette fascination sur Batman? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc évidemment, voilà, c'est pas Batman qui meurt, mais ça reste une bonne manière de raconter la mort de Batman sans faire mourir Batman et voilà, avec cette idée graphique très inventive du début, qui en fait vraiment un récit qui est très chouette. On a évidemment le récit qui était incontournable de Brian Bolland, c'est un récit qui est souvent publié en complément de Killing Joke, parce que c'est un récit qui fait, 4 ou 5 planches, scénarisé et dessiné par Brian Bolland, donc le dessinateur de Killing Joke, où c'est juste voilà, comme, le dit le titre, c'est un parfait innocent, juste un civil qui explique qu'il va tuer Batman, qui explique que, il a toujours bien vécu sa vie. Il va juste tuer Batman parce qu'il n'a aucun mobile pour le faire. C'est juste utiliser une fois son libre arbitre pour tuer Batman et ensuite il épousera sa fiancée, puis il vivra une vie irréprochable et puis ensuite il ira au paradis et Heu, on n'a pas déjà vu ce récit, dans un autre, ouvrage? Ça me parle, je ouais, sais pas. comme je te dis, Dans un bl dans un c'est black and publié white ou un régulièrement. truc comme ça? Non? Pas en black and white puisque c'est Ouais, colorisé par Bolland, mais voilà, enfin, c'est régulièrement publié avec Killing Joke et ça a pu être publié tout à enfin, moi, c'est un récit que ouais, j'ai vu passer des dizaines de fois, donc ça m'étonnerait pas du ouais, tout que ça ait ouais, été ouais. déjà publié, Ouais, ailleurs, ça me mais parle, ouais. enfin, Mmh. c'est un récit qui a tout à fait sa place parce qu'il est très court, mais c'est juste un innocent qui imagine comment il s'y prendrait pour, tuer Batman, quel mobile il aurait, comment il s'en sortirait en donc c'est efficace, c'est court, ça remplit la promesse du titre, donc pourquoi pas. Petite curiosité éditoriale, les récits sont divisés en 2 parties. Vous avez les morts probables, qui donc sont supposées être les morts un peu imaginaires, et les morts avérées. Donc forcément, vous êtes intrigué par la 2e partie, les morts avérées. Comment est-ce qu'on raconte des vraies morts de Batman alors que, bah, Batman il est pas vraiment mort en fait? Ouais. Et bon, en fait, on triche un peu et ça c'est une chose que j'ai pas forcément comprise. Donc il y a un récit qui est vraiment super. Enfin, c'est un peu nul, mais il a une idée un peu super. C'est un récit qui s'appelle L'étrange trépas de C'est nul, mais Batman. c'est super. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. C'est scénarisé par Gardner Fox et dessiné par Carmine Infantino, donc bon, gros tandem aussi. Un récit de 66 où, bon, le super vilain, c'est le ressort. Donc c'est un super vilain qui revêt une combinaison élastique pour rebondir partout. Bon, c'est c'est vraiment typique des années 60, hein, c'est littéralement sans intérêt. Donc Batman et Robin arrêtent ce personnage qui s'appelle le ressort. Et tout à coup, on a une planche où c'est Gardner Fox, donc le scénariste de l'histoire, qui se met en scène et qui dit: «Bah, voilà, généralement, quand j'écris une histoire, je me repose un peu et pour me faire une séance de what if». Et en fait, une séance de what if, c'est, il se met dans son canapé tranquille et puis il imagine ce qui se serait passé si le récit avait fini autrement, si le super vilain avait gagné. Et donc il explique ce que c'est qu'un what if. Et donc là, on parle d'un récit qui est publié des années avant que Marvel fasse ses premiers what if et ce que Marvel va appeler
les what if. Enfin, vous savez qu'ensuite il y a eu une série, là il y a une série récemment sur Disney+ sur les what if. C'est vraiment un concept qui appartient en propre à Marvel, mais vous avez ce scénario de DC Comics qui dans un comics Batman se met en scène en train d'expliquer, d'expliquer le concept d'expliquer le concept des what if et donc d'imaginer ensuite, de refaire la fin du récit où cette fois l'homme élastique tuerait Batman. En gros, il fait rebondir un pistolet qui tire par ricochet sur Batman. Enfin, c'est vraiment sans aucun intérêt. Robin arrête tout de suite le ricochet. Et ensuite, vous avez Batman de Terre 2 qui arrive sur Terre 1 pour remplacer le Batman qui est mort et finir la formation de Robin. Enfin, D'accord, ouais, OK. c'est vraiment Ouais, tout c'est pourri. Mais ouais. avoir ces 2 planches de, Gardner Fox qui expliquent le What If en 66, c'est hyper moderne, ça préfigure complètement Marvel, enfin c'est vraiment assez exceptionnel donc je suis assez content d'avoir ce récit, même si l'histoire elle est vraiment nulle, d'avoir ce récit dans l'album. On a ensuite un récit de Paul Levitz avec dessiné par Joe Staton donc en 79 qui se déroule sur Terre 2 avec le commissaire Wayne. Donc commissaire Wayne, comme je l'ai dit, dans l'ancienne continuité, il arrête d'être Batman quand Catwoman est morte, donc là il est commissaire. Et il y a un civil qui est totalement inconnu, qui tout à coup a énormément de pouvoir sur un toit et qui réclame d'affronter le commissaire Wayne et en fait, ils s'entretuent et on ne sait pas trop pourquoi, avec quel pouvoir il le tue, pourquoi il en veut à Wayne, mais c'est la vraie mort du commissaire Gordon sur Terre 2, c'est la mort canonique de ce personnage. Bon, c'est un peu frustrant parce que du coup, on n'a pas la fin du récit. La fin du récit, la suite apparaît dans un autre fascicule et en fait, c'est vraiment absolument sans intérêt. En fait, même quand on a lu la fin du récit, on comprend pas trop les motivations de ce personnage-là en particulier, donc c'est vraiment très bizarre. On a l'impression qu'ils ont voulu se débarrasser du commissaire Wayne sur Terre 2 pour le principe de s'en débarrasser, qu'ils ont pas su comment le raconter, qu'ils en font une espèce de truc, franchement, c'est assez pourri. Mais, mais voilà, mais objectivement, c'est effectivement la mort du commissaire Wayne. En plus, le commissaire Wayne, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve toujours les récits de Terre 2 assez passionnants. Voir Ouais, comment Bruce Wayne, après avoir été Batman, devient commissaire, je trouve que c'est vraiment une promesse qui est assez forte. J'aimerais beaucoup qu'on ait des comics, de même qu'on ait des commissaires fun, qu'on ait de nouveau des commissaires F2, parce que les derniers étaient quand même pas super réussis, exploitant ce concept de commissaire Wayne. Donc, au moins, cet aspect-là est chouette, même si l'histoire en soi est pas mal. Et puis voilà, objectivement, la promesse est tenue parce que c'est vraiment la mort c'est pas la mort de Batman, c'est vraiment la mort de Bruce Wayne, la mort canonique de Bruce Wayne sur Terre 2. ouais. Ensuite, on a un récit de Brubaker dessiné par Scott McDaniel où c'est juste Ouais. le pingouin qui rêve qu'il tue Ça Batman. ça 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 peut plaire à Alexandra, au Baker. Probablement, mais en l'occurrence, c'est un peu même décevant de la part de Brubaker, c'est juste un récit qui fait quelques planches où c'est vraiment juste le pingouin qui se dit: «Tiens, et si je tuais Batman?» Et du coup, j'ai pas compris parce que ça faisait dans les morts avérées, alors que c'est littéralement le genre de synopsis qu'on s'attendait à retrouver dans la première partie, Ouais, parmi les morts probables, parce que c'est juste un pingouin qui effectivement rêve de la mort de Batman. Je pense que c'était pour équilibrer les 2 parties en fait, parce que, peut-être, l'une ouais. aurait été plus courte que l'autre, mais du coup, ils ont pris un récit qui était en première partie pour le mettre dans le deuxième. Enfin, autant supprimer toutes les parties si c'était pour faire ça, j'ai pas très bien compris. Et pour le coup, le récit, je trouve qu'il aurait eu tout à fait sa place dans l'anthologie Le Pingouin, parce qu'avoir un récit où, pendant 5 pages seulement, le pingouin imagine qu'il tue Batman, pourquoi ne pas mettre ça dans l'anthologie du Pingouin? Enfin, à la rigueur, c'est plus révélateur sur le Pingouin que sur les morts de Batman. Enfin bref. Et voilà, et comme j'ai dit, ça s'achève sur les assez jolis récits de Tom King, hors continuité, donc dans Batman Annual 2 et puis dans l'anthologie d'albums à Catwoman, où Tom King imagine le Cat, le Bat et le Cat de Terre 2 qui jouent à se battre, mais qui en fait sont profondément amoureux l'un de l'autre et qui vieillissent ensemble, ont une fille, et cetera. Avec, toujours ce truc assez chouette chez Tom King où, Catwoman raconte qu'ils se sont racontés ils se sont rencontrés pour la première fois dans la rue, alors que Batman se Ouais, souvient qu'ils se sont rencontrés pour la première fois dans un bateau et donc Batman, lui, semble vivre dans la continuité du Batman numéro 1 de 1940 où effectivement il rencontre Catwoman sur un bateau, alors que Catwoman semble vivre dans la continuité de Year One où effectivement il se voit pour la première fois dans une rue ou quand, Bruce Wayne enquête se promène dans une rue essaie de protéger une prostituée de son Mac et cetera et juste un truc qui sera jamais vraiment résolu mais ça c'est un clin d'œil assez drôle à ces 2 continuités, conflictuelles avec des planches plus faibles que d'autres, mais j'aime bien l'idée que ça a été intégré parce que c'est bien aussi de finir sur un récit un peu doux amer avec, Batman qui est heureux, qui vit une vraie vie de bonheur avec sa Catwoman avant de mourir de vieillesse. Donc c'est plutôt une bonne idée, voilà, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des planches plus faibles que d'autres et c'est un peu dommage que sur un récit aussi court, un récit d'imagination aussi court, tout ne soit pas vraiment homogène, mais globalement c'est un bon récit. Voilà. Curieusement, du coup, ça fait une anthologie qui est quand même bien meilleure que l'Épouvantail. Parce que la promesse
la promesse Ah, qui est la promesse qui est un donc peu sur étonnante. la fin, tu vas préférer les, Batman Mythology au Batman Arkham. Seulement Incroyable. celui-là, c'est vraiment exceptionnel. Mais moi qui avais été tellement déçu par les promesses non tenues des précédentes mythologies, là, comme vous voyez, tous les récits, même les récits qui sont parfois un peu plus douteux en termes de qualité narrative, remplissent complètement la promesse du début qui est de raconter des morts de Batman. Donc ça déjà, ça en fait un atout par rapport à d'autres anthologies. En plus, c'est un sujet qui est quand même plutôt intriguant et qui est plutôt bien tenu, même si voilà, je déplore quand même beaucoup qu'on ne parle pas de la mort de la mort de Batman en fait, sa seule vraie La mort. Il y a seule, peut-être la moyen vraie. Mais il y a bon. peut-être moyen d'évoquer Batman's Grave, enfin, il y avait certainement moyen de juste de montrer 2-3 petites choses sur les autres morts de Batman ou grosses évocations importantes des morts de Batman en continuité ou hors continuité. Donc il y a quand même une lacune, mais on a quand même tous les incontournables, les récits complets incontournables sur le sujet, avec quelques récits qui sont vraiment fins, qui sont bien pensés, qui sont efficaces, qui sont bien racontés. Je dirais qu'il n'y a pas de vrai chef-d'œuvre, mais ça remplit complètement sa promesse avec tous les récits qu'on peut attendre sur le sujet. Donc pour le coup, je le recommanderais l'Arkham c'est l'épouvantail est passable. Donc surprise, je suis le premier étonné, mais ça fait un volume que voilà, c'est pas une énorme recommandation, mais pour le coup, c'est peut-être le seul mythologie que je pourrais recommander à une personne qui serait intriguée par le titre, parce que ça remplit complètement toutes les promesses du titre et plutôt pas mal. D'accord, je serais presque tenté de sonner l'alerte, Siegfried, mais je n'en ferai rien puisqu'on l'a déjà sonné 2 fois dans ce podcast. Voilà. Heu, Épargnons les oreilles de nos pauvres auditeurs. épargnons effectivement, je protège les tympans de nos, auditeurs. Sur ce, voilà, notre podcast touche à sa fin. Merci Siegfried, merci Alexandra pour votre participation à ce, podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau, podcast qui sera consacré à un sujet dont on ne connaît pas, le sujet pour le moment, mais C'est ça, j'ai failli avoir peur là. J'ai fait juste. non, non, il est Faut pas pas le dire. On a tout il prévu il y a des années, vous inquiétez pas, on sait effectivement, exactement tout est ce qu'on va prévu faire. sur au moins les 3 prochaines années. Bien Heu, sûr. donc effectivement, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser vous aussi vos avis sur les différents récits qu'on a, évoqués dans ce podcast, que ce soit sur les commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur batmanlegend.com évidemment comme d'habitude et sur ce, je coupe ce podcast. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! À Au bientôt. revoir.